La table ronde, il est 11 heures, donc elle est intitulée Optimisation des ressources disponibles dans le cadre de la durabilité des services rendus par les entreprises du végétal spécialisé, alimentation et cadre de vie. Elle est animée par Jean Harzig, ex-rédacteur en chef de la revue Végétal. Donc Jean, nous te donnons la parole. Merci Laurent. Une petite précision, excusez-moi, pour aussi faciliter que vous ayez une présentation agréable, nous vous conseillons d'afficher le mode caméra active. Donc en haut, au milieu de votre écran, vous avez affichage tout le monde et on vous conseille de sélectionner caméra active pour simplifier et faciliter la présentation. Voilà. Jean, nous tenons enfin la parole. Merci Laurent. Bonjour à tous et à tous. Alors, après les sessions scientifiques et techniques, nous descendons à présent dans la réalité de l'entreprise avec trois intervenants qui reprendront à leur compte les thèmes abordés depuis hier. Enjeux de la transition agroécologique, gestion des ressources biotiques et abiotiques, ressources humaines, logistique, entre autres, pour parler des principales. Toutes ces entreprises dont on va vous apporter témoignage ont en commun de s'être approprié ces enjeux de manière forte et très volontariste, comme vous pourrez l'entendre. Cependant, vous pourrez constater que si la direction est la même, les voies ne sont pas nécessairement les mêmes, les voies techniques empruntées. Et c'est là que ça devient particulièrement intéressant et que naturellement, nous aurons matière à débat. Mais d'abord, pour commencer, alors, je vais vous présenter comme nos interlocuteurs. Donc, Emmanuel Vasnex, qui est président d'Electrix de Saint-Denis de l'Hôtel, groupe spécialisé dans l'élaboration et le conditionnement de jus de fruits, boissons végétales, lait de consommation et de salades préparées prêtes à l'emploi. Jacques Gauthier, qui est directeur général des semences Gauthier, donc entreprise spécialisée dans la sélection, la production et la commercialisation de semences légumières avec une présence de plus en plus mondiale. François Mullet, qui lui est maraîcher et initiateur de maraîchage sur sol vivant et président de Vers de Terre Production, donc organisme de formation sur l'agroécologie pour ce qui concerne Vers de Terre Production, et puis organisme de développement, comme on le verra, de cette approche maraîchage sur sol vivant pour ce qui concerne donc MSV. Et puis Christophe Thibault, qui ne nous a pas encore rejoint d'ailleurs, qui est président de Fleuron d'Anjou, et qui est une coopérative spécialisée dans la production et la commercialisation de plants potagers. Bonjour Christophe Thibault, vous voilà, merci. Et puis président de VG Supply, et il nous parlera plus particulièrement de VG Supply et donc de logistique des produits horticoles. Pour commencer, je vais donner la parole à Emmanuel Vasnex. Alors, Emmanuel Vasnex aura le privilège de faire deux interventions. La première, dans laquelle il va nous poser les grands choix, les grands prismes stratégiques de l'entreprise du groupe LSDH, qui, je le précise quand même, est une grosse PME dont le chiffre d'affaires fait à peu près 900 millions d'euros. Donc, on a affaire à une entreprise de très grande importance avec différents volets d'activité, dont la salade fraîche prête à l'emploi, notamment sous le libellé, commercialisée sous le libellé Les Crudettes. Nous y reviendrons de plus près lors de sa deuxième intervention. Sa première, donc, va lui permettre de poser la manière dont son groupe s'approprie toute la démarche de transition agroécologique, et pas depuis hier, mais plutôt depuis avant-hier. Emmanuel Vasnex, je vous donne la parole pour une dizaine de minutes pour nous présenter donc votre stratégie au niveau de LSDH. Oui, bonjour. Alors, attendez, j'arrive pas à faire défiler mon… Si, voilà, nous y sommes. Mon écran, voilà, je vais commencer. Bien, bonjour à tous, merci de m'accueillir. Donc, je suis effectivement Emmanuel Vasnex, le président de l'Electrix Saint-Denis de l'Hôtel. Je suis également le président de l'Open Agri-Food, qui est un club de réflexion à Orléans sur l'alimentation de demain. Et puis, j'ai aussi comme casquette de m'occuper au niveau des entreprises agroalimentaires françaises de toute la stratégie de développement durable qui aujourd'hui est un sujet qui nous touche beaucoup de près et de loin. Alors, quelques mots sur l'entreprise. En fait, nous, on devrait plus être là puisque nous, on est des laitiers à Orléans, et des laitiers à Orléans dans une région où il n'y a pas de vaches, c'est pas très pratique pour développer effectivement son entreprise. C'est pourquoi on a décidé de faire d'autres choses
Et en fait, cette entreprise qui est ancienne, hein, qui est née avec des producteurs de lait en 1909, qui a été reprise par ma famille en 1947, revendue en 72, que j'ai racheté en 96, a basé toute sa stratégie au fur et à mesure des péripéties, que ce soit la PAC, les quotas laitiers, la vente de l'entreprise, sur 3 mots qui sont extrêmement importants. C'est la différenciation, comment on est différent des autres sur les produits, les emballages, la façon de les fabriquer, l'environnement qu'on emmène et la responsabilité sociétale de l'entreprise, par la diversification de nos process, de nos activités, et par la valorisation. Et c'est là où on est assez défenseur effectivement de toute l'approche lait équitable. Pour ce faire, aujourd'hui, on est sur 8 territoires. Alors nous, on est des gens du territoire, on est implanté dans les territoires, on défend nos territoires. Notre activité, sur l'activité donc boisson, qui fait à peu près 750 millions d'euros de chiffre d'affaires, est implantée sur 4 sites de production. L'Alsace, qui fabrique des jus de fruits, à Sarre-Union, Cholet, qui fabrique des boissons gazeuses, et c'est un site qu'on reconstruit pour pouvoir demain y faire du lait et d'autres typologies de boissons. Et puis Saint-Denis-de-l'Hôtel, qui est le site multiproduit, multiformat, qui fait des jus végétaux, de la crème. Par jus végétaux, on entend les jus de soja, amandes, noisettes, etc., qui fait des jus de fruits frais, qui fait beaucoup de crème UHT. Et Varennes-sur-Fouzon, qui est notre site laitier, qui fait effectivement du lait de consommation, avec des laits très différenciés, puisqu'on est à l'origine de la création avec Nicolas Chaban de la marque C'est qui le patron, qu'on a développée. On est la seule entreprise française et même européenne homologuée, donc entreprise équitable sur sa production laitière, selon la loi Hamon de 2014. Toujours pareil, pour être sur les travails de différenciation. Moi, j'ai une notion, en fait, dans les métiers, dans ce que je fais, de droit et de devoir. C'est-à-dire que je pense que nos producteurs ont le droit d'être payés correctement et de vivre correctement. L'agriculture a vécu sur une anomalie depuis des décennies, qu'une partie de sa main-d'œuvre a été gratuite. C'était les parents, les grands-parents, effectivement, qui travaillaient sur l'exploitation. Et aujourd'hui, on arrive à des réalités parce que les gens veulent vivre leur retraite, veulent vivre, je dirais, décemment. Et là, on parle des vrais coûts, et c'est là où ça pose un certain nombre de problématiques. Mais les devoirs, c'est aussi derrière d'accompagner, en fait, finalement, la transition agroécologique telle qu'elle est définie, à la fois par des raisons environnementales, comme ce qui se passe sur le climat, mais également des raisons sociétales, c'est-à-dire l'attente des consommateurs de plus de transparence, de plus de cohérence, d'explication sur les plans de progrès. La deuxième activité, c'est notre activité végétale. Donc en 2013, moi je suis un entrepreneur, hein, donc avant tout, je vais développer avec les gens des projets qui permettent d'entreprendre. L'argent n'est pas pour moi une finalité, c'est un moyen de mener à bien ces projets, c'est important. Mais en tout état de cause, il faut effectivement arriver à caler effectivement les choses. Et donc on a eu une entreprise qui était les Crudettes, qui était mise en vente juste à côté de chez nous. Cette entreprise aurait dû filer dans un grand groupe national ou international. Et on a pensé que pour le territoire, c'était pas quelque chose de bien. Donc, on a décidé de reprendre effectivement cette activité, sachant que moi, même étant agro de formation, je connaissais rien à la salade. Hein. C'était que moi, j'ai découvert ça, j'ai beaucoup appris. Alors, j'apprends assez vite, donc ça permet effectivement d'aller de progresser. Et donc, dans cette transformation qu'on a opérée, on a aujourd'hui donc 2 sites qui produisent de la salade 4e gamme et des salades repas, Cavaillon et puis donc Châteauneuf-sur-Loire. On a un site qui fait des légumes qui s'appelle Saison en 4e gamme également. Et nous venons de racheter un petit site de production dans les fruits, donc Corbeil Tradition, qui est juste à côté de Paris et qui nous permet effectivement de développer une autre gamme dans la fraîche découpe, toujours avec cette notion de travailler les produits, une alimentation plus saine, plus en proximité avec effectivement les différents partenaires, donc au travers de ça. On est 2000 salariés, on a créé 200 emplois en 5 ans et on va recréer 200 emplois donc au travers de ça. C'est une histoire, j'y passe très rapidement. Moi, je crois beaucoup dans la gouvernance familiale. Elle a ses inconvénients, etc. En tout cas, elle est gage de pérennité. Elle est gage de pérennité pour nos territoires. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une situation, alors là, on parle beaucoup de végétal, mais moi, j'ai aussi l'élevage. C'est dramatique. Je pense qu'on a des risques majeurs de perdre notre agriculture. Et aujourd'hui, malgré toutes les exigences qu'on peut avoir au niveau de notre alimentation, d'être contraint et forcé de consommer une alimentation qui ne soit pas forcément celle que l'on souhaite, mais celle qu'on n'est plus capable de produire. Et
comme j'ai eu l'occasion d'exprimer à la fois au Premier ministre et au Président, ici à un moment, nos produits sont trop chers, il faut se poser la question de pourquoi ils sont trop chers. Et là, on est devant les problématiques de coût du travail, les problématiques d'impôts de production, les problématiques aussi d'adapter les compétences de nos collaborateurs donc à l'évolution donc des technologies. Pour moi, les technologies sont une formidable opportunité qu'on a de repenser en fait finalement nos modes de production, mais aussi il faut les intégrer dans des projets d'évolution. Moi, je pense, et ça c'est aussi ce que j'ai sur l'Open Agri-Food, c'est que c'est à nous de nourrir nos concitoyens, c'est aux Français de nourrir les Français, comme c'est aux Allemands de nourrir les leurs. C'est à nous de produire une alimentation et de la mettre à disposition de gens qui peuvent en avoir besoin. C'est pas une stratégie, c'est une opportunité. Et derrière, c'est à nous de redévelopper dans ce pays de la recherche, de l'innovation, du savoir-faire pour arriver demain à aller vendre ça effectivement dans d'autres contrées. Et on a hélas un petit peu délaissé en fait tout ce monde de la recherche et ce monde du savoir-faire qui est finalement un travail collectif et collaboratif qu'on doit tous mener ensemble. Donc nos enjeux sont multiples, hein, je vous les ai résumés sur cette slide. Bon, on a bien sûr des enjeux d'équitabilité, on a des enjeux de réassurance au travers de la traçabilité et de la qualité de nos produits, on a des enjeux d'optimisation, donc, par rapport à ce qui peut se passer, entre autres, sur l'aspect logistique, je pense que nous aurons droit à un moment ou à un autre à l'écotaxe. Et l'écotaxe, cette partie logistique va nous faire réfléchir différemment. Et je pense que c'est une chance. Hein. La logistique, c'est avant tout des maths et du bon sens. Et donc, il faut qu'on revienne effectivement dans cette notion de transition à des évolutions très, très fortes. Et bien sûr, derrière, il faut travailler pour les territoires et le développement, puisque c'est quand même la raison d'être que l'on a tous, c'est de garder et de redévelopper ces territoires. Donc, vous voyez que c'est énorme ce qui nous arrive dans la figure. Moi, en plus, je suis sur plein de métiers. J'ai les pesticides, j'ai les plastiques, j'ai la partie bien-être animal, etc. et bien d'autres et pire. Donc, il faut qu'on emmène effectivement tout ça dans le projet d'entreprise et c'est compliqué. Mais par contre, c'est aussi une chance qu'on a de faire la différence. Sur ce transparent, je vous ai un petit peu résumé finalement ce qui est notre conception, nous, de l'entreprise. C'est d'abord des valeurs fortes, passion, ambition, humanité, passion des hommes et des produits. Il faut être passionné de ce que l'on fait. L'ambition d'être un référent. Si on a une ambition d'être un tocard, on aura toujours quelqu'un qui est capable de faire pire que nous. Et donc, il faut élever finalement nos savoir-faire, emmener l'ensemble des collaborateurs et l'ensemble des parties prenantes, nos producteurs, etc., vers quelque chose qui va améliorer, qui va faire la différence. Et puis l'humanité, parce que l'entreprise reste quand même un lieu collectif où on peut exprimer des projets ensemble et arriver à les mener à bien. Et moi, je suis un homme du collectif et du collaboratif. Je pense que c'est fini cette segmentation dans laquelle on parle. Quand on parle d'alimentation, moi j'en ai marre qu'on parle d'agriculture, d'industriel ou de distributeurs. On est tous concernés par cette alimentation, de l'amont agricole jusqu'au consommateur, en passant par la caissière, le transporteur, etc. Donc, plus on emmène les gens ensemble, plus ils ont d'allant à vouloir faire avancer les idées en collectif. Et quand on les dissocie, c'est effectivement des perturbations. Deux partis pris, un lien fort avec le monde agricole. Nous sommes issus de ce monde agricole, nous aimons ce monde agricole, on est on est avec eux et c'est à nous de les accompagner. Et on voit, entre autres, ce qu'on a pu faire sur d'autres métiers comme le lait et qu'on duplique aujourd'hui sur la salade, qu'on arrive à redonner du sens à l'action. Et derrière, on est des gens du territoire, on développe nos territoires. Moi, je fais mes courses dans la même boulangerie ou dans la même supérette que mes collaborateurs. Eh bien, ça, et si demain, il n'y a plus de territoire, il n'y a plus de magasins, il n'y a plus de biodiversité, il n'y a plus d'entretien de ces territoires, etc. Et ça, on doit avoir une vraie prise de conscience collective de cette problématique-là, parce que c'est un enjeu qui dépasse nos enjeux, je dirais, court terme, qui est vraiment cet enjeu de société, de comment on veut vivre dans notre pays, on veut vieillir, on veut être éduqué, on veut manger au travers de ce qui peut se passer. Il faut qu'il y ait une véritable prise de conscience de ça. Pour ça, bien nous, on a développé une panoplie en fait de solutions. D'abord sur les filières, où soit on investit dans les filières, ce qu'on fait au Brésil, au Costa Rica, en Espagne, en France, dans la région centre, dans le Loiret, etc., sur un certain nombre de domaines. Soit on passe des accords avec des gens extrêmement sérieux qui vont nous assurer, auxquels on va assurer un prix, un contrat dans la durée et également des plans de progrès. C'est la notion de droit de devoir. La R&D, qui chez nous représente à peu près 40 personnes sur l'ensemble du groupe, plus de 10 millions d'euros chaque année investis. Pendant longtemps, on a fait beaucoup de D, on développait effectivement des produits par des mélanges. On est beaucoup dans l'ER,
on désucre des jus, on travaille sur des nouvelles races de vaches qui ont des particularités sur les protéines. On travaille aussi, si vous verrez, sur la partie végétale. Donc tout ça, c'est un enjeu important. Le process et l'emballage, ben, c'est toute cette transition environnementale qui effectivement est nécessaire. Donc au travers de ça, c'est des refontes complexes de nos outils, de l'évolution, etc. La logistique, j'en ai déjà parlé. C'est effectivement un monde de bon sens, de mathématiques et de bon sens, où là, il y a pourquoi livrer des produits lourds et des produits légers séparés? On peut peut-être les mettre ensemble. Pourquoi, quand je fabrique du lait à Orléans, je suis obligé de le livrer, quand je le livre au champ d'Orléans, le livrer à Lens pour qu'il revienne à Orléans? Voilà, c'est tout ça. Et je pense que là-dessus, malheureusement, il n'y a que l'aspect économique qui nous fera parler. Donc, quand l'écotaxe sera en place, on aura peut-être des choses extrêmement intéressantes. Et dernier point, l'aspect commercial, qui est de communiquer, de faire savoir. Je pense que dans tous nos métiers, on a un gros problème sur le faire savoir aux consommateurs. C'est l'éducation à l'alimentation, c'est la pédagogie qu'on peut avoir dans nos entreprises sur la nutrition, c'est de montrer et d'expliquer ce qu'on fait dans nos exploitations agricoles, ce qu'on fait dans nos usines. Et ça, on a une vraie défiance au travers de ça. Donc aujourd'hui, c'est un plan d'investissement de plus de 300 millions d'euros sur 3 ans, c'est 200 emplois. Vous voyez qu'on est sur l'outil de production, qu'on est sur des évolutions extrêmement importantes de nos outils. On crée un outil d'extraction végétale avec une relocalisation des productions de soja, avoine, etc. On va créer le centre de recherche de la protéine végétale à Orléans, à Saint-Denis-de-l'Hôtel, en partenariat avec l'Amont agricole et en partenariat avec Laval, donc agricole. Voilà, donc il y a beaucoup d'enjeux qui sont autour de ces sujets-là. Tout ça en prenant soin de ce qui fait notre ADN. D'abord, la proximité. Donc ça, c'est les filières. Comment on relocalise nos filières, comment on redonne du sens finalement à notre économie qui, hélas, aujourd'hui est bien handicapée par les éléments que j'ai donnés. Et je vais en finir par là. Deuxièmement, la terre. Donc ça, c'est l'optimisation de l'existant et le développement de solutions innovantes dans tout ce qu'on travaille aussi bien sur le contenu que sur le contenant avec plus de 300 millions d'euros d'investissement. Et troisième point, les hommes. Dans les hommes, on a nos producteurs, on a nos consommateurs, on a nos collaborateurs, et bien sur lequel on a un certain nombre d'atouts aujourd'hui à faire valoir pour bien montrer que ce projet, il doit être effectivement collectif au travers de tout ça. Voilà, donc aujourd'hui, effectivement, pour conclure, nous étions des gens condamnés, hein, donc très clairement, et aujourd'hui, on a réussi en fait finalement à résister grâce aux femmes et aux hommes de l'entreprise et nos partenaires producteurs, par exemple les producteurs de lait, moi je les appelle nos résistants. Rien n'est jamais perdu, mais rien n'est jamais gagné. Donc il faut en permanence se remettre en question. Et je pense que dans tous les domaines, qu'ils soient élevage, végétal, ce qu'on a parlé sur l'aspect des serres, ce qu'on va parler après, eh bien voilà, c'est en permanence comment cette intelligence collective, on arrive à la mettre ensemble et à travailler pour finalement améliorer nos données. Et c'est vrai qu'on a des véritables conflits qu'on voit arriver quand j'entends des fois les échanges qu'il peut y avoir entre les évolutions technologiques et le bio, le mélange qu'on peut faire entre le traditionnel et tout ce qui peut se passer. Voilà, je pense qu'il faut à des moments que revenir sur des véritables valeurs en disant finalement comment on veut concevoir. Et moi, j'ai trop vécu aujourd'hui, et je pense que le monde agricole aujourd'hui souffre d'un véritable plan Marshall de l'alimentation, comment on veut en Europe, parce que l'échelle de la France aujourd'hui est un peu dépassée, comment on veut en Europe finalement produire demain, et ça c'est finalement aux politiques de définir quelles sont les politiques donc agricoles à faire. Ensuite c'est l'application qu'on peut avoir donc au niveau de nos producteurs, et les producteurs ne sont pas exempts aussi d'un certain nombre de reproches dans l'organisation telle qu'ils ont pu le faire. Et puis ensuite cette fameuse relation entre la distribution et les industriels sur simplement l'autel en permanence du conflit. Il faut passer de cette étape conflit à une étape aujourd'hui qui est une véritable étape sociétale dans laquelle on doit construire ensemble demain avec des intérêts communs à les développer et non plus en permanence des chocs et des guerres comme on les voit aujourd'hui dans un certain nombre de domaines. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu au cahier des charges, Jean. Tout à fait, c'est parfait Emmanuel. Grand merci. Je tenais à ce qu'on commence cette table ronde dédiée vraiment à la manière dont les entreprises s'approprient cette transition écologique. Je tenais à ce que vous puissiez poser effectivement toutes ces valeurs que vous êtes appropriées, sur lesquelles il me semble que vous êtes
pionnier, vraiment. En tout cas, j'ai été, lorsqu'on s'est rencontrés en octobre, quand vous avez présenté le projet dont nous allons parler tout de suite, j'ai été effectivement très, très surpris par la qualité de votre engagement. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup la baseline de votre signature de mail quand vous nous invitez à préserver notre liberté de penser. Je crois qu'aujourd'hui, c'est une valeur absolument essentielle. Donc, vous avez parlé de votre R&D et effectivement, ce que vous nous avez présenté lors de cette visite à Châteauneuf-sur-Loire puis à Saint-Denis-de-l'Hôtel en octobre dernier, c'est ce projet Cap-Vert qui se déroule dans le cadre donc des crudettes que vous avez évoquées tout à l'heure, avec des enjeux que vous allez nous présenter et d'une solution technique que vous avez élaborée, donc fondamentalement dans le cadre de votre propre R&D. Et ceci, donc, on est bien dans le cadre de cette transition agroécologique. Je vous demande maintenant de nous préciser un petit peu ces fondamentaux et comment tout ça se déroule. Parce qu'on est en plein développement, c'est le début d'une nouvelle aventure. Je ne sais pas si… donc, vous voyez vous voyez mon écran là? Il doit arriver. On avait le précédent. On voit le précédent. Voilà. Oui, parfait. Voilà, parfait. Voilà, donc, juste le mettre en grand écran. Alors, attendez, parce que j'ai pas de… Comment je fais là pour… voilà, ça doit être bon. Donc, grand écran, c'est bon. Ça doit partir normalement. Voilà. Bien, alors, attendez, ça passe un peu vite. Alors, le projet effectivement qu'on a appelé chez nous Cap-Vert est un projet qui est né un petit peu avant 2013. Donc 2013, je vous rappelle, c'est la date à laquelle moi je suis par hasard en fait contacté par un homme qui s'appelle Thierry Dubois qui me dit que son entreprise va être vendue à un groupe et que c'est la fin de l'usine de Châteauneuf, c'est la fin de la marque Les Crudettes, etc. On décide de reprendre cette activité. Moi, je suis un homme qui écoute beaucoup et qui regarde beaucoup et qui dit que c'est dans les autres et tous les gens sont intelligents et que c'est dans les autres qu'il faut aller chercher effectivement la ressource pour progresser demain. Et donc j'écoute, je regarde, etc. Et dans le package de la mariée, il y a une participation un peu qui est simplement une participation financière à un projet qui s'appelle Combat Group, qui est pour des raisons d'aide qui est implanté en Suisse et qui correspond à la mise en place et à l'évolution donc de techniques d'aéroponie appliquées à la salade. Donc l'idée étant de régler un certain nombre de problématiques aujourd'hui liées à la culture de salade par la technique d'aéroponie, sachant que il y a plein de sujets en fait que j'ai découvert au fur et à mesure. Le premier, c'est qu'il y a des sujets effectivement d'enjeux phytosanitaires, donc l'utilisation de pesticides et d'insecticides. Une salade, c'est 97% d'eau, ça gèle de peur, à 30 degrés, ça brûle. Donc c'est vraiment un produit qui est complexe et quand on maîtrise énormément d'autres solutions. C'est une consommation d'eau qui est importante. C'est aussi une demande d'énergie donc qui est nécessaire, que ce soit de la lumière ou que ce soit de la chaleur. Donc tout ça, il faut arriver à tout combiner. Et puis, chose un petit peu aussi décalée que beaucoup de gens connaissent, c'est aussi des problèmes sociétaux importants, des problèmes de recrutement de personnel, parce que c'est travail pénible de cultiver, de ramasser de la salade. C'est toutes les problématiques qu'on voit arriver sur le bio et l'évolution finalement, enfin la diminution d'intrants, etc. Donc le principe, c'est de cultiver dans une serre qui soit une serre la plus fermée possible en surpression de la salade et de le développer. Et bien sûr d'arriver à des notions économiques qui restent compatibles quand même avec une consommation de grande masse qui reste effectivement nos évolutions. Donc tout ça, c'est bien sûr lié à beaucoup de choses. D'abord, la population croissante dans le monde, alors dans notre pays, mais également dans le monde. Et c'est vrai que nos débats français sur certains, à des moments, sont un petit peu égoïstes parce que nous, on est en train de se dire comment est-ce qu'on peut mieux manger, etc. Sauf qu'il y a 1,5 milliard de personnes et 500 millions de personnes, et demain, il y en aura encore plus, qui aujourd'hui ont simplement un souci d'avoir quelque chose à manger dans leur gamelle. Donc, il faut effectivement avoir cette notion-là par rapport à ça. La notion des conditions de travail, j'en ai parlé. Toute la notion de la surirrigation, du traitement des sols et de la dégradation de ces sols,
rendent effectivement des problématiques à moyen et long terme extrêmement dramatiques sur les évolutions des cultures. Ensuite, des attentes des consommateurs de plus en plus sur des produits frais, propres, et également qui soient des produits équitables et durables. Et puis derrière, des attentes des transformateurs sur des approvisionnements qui soient réguliers. Bon, sur ce métier de la salade, on plante des salades 9 semaines avant la récolte, avec l'incertitude du temps donc sur les récoltes, mais aussi du temps sur la consommation. Et donc, il faut arriver à coller et avoir je dirais une évolution qui tienne à tout ça. Donc derrière, au travers de ça, c'était effectivement de répondre à l'ensemble de ces données donc au travers de ce qui était fait, des produits d'approvisionnement, des problématiques d'approvisionnement toute l'année. Il faut savoir que nous, dans la salade, on a 9 mois de l'année où on est produit en France et 3 mois où c'est plus compliqué. Donc, des fois, on va chercher nos salades à Murcia ou en Italie pour des questions climatiques. Et donc, forcément, quand vous allez chercher, vous avez des coûts de transport, enfin, vous avez des transports, c'est du coût, c'est aussi de la pollution, mais c'est également de la perte de chaque heure compte dans les légumes et dans la salade. Et donc, il faut absolument qu'on arrive à réduire ça. Et puis, c'était aussi comment est-ce que finalement, dans cette chaîne, dans ce métier de la quatrième gamme, on arrive à supprimer des étapes. Bon, par exemple, l'étape du lavage de la salade est une des problématiques, puisque bon, là, on est en train de travailler beaucoup à le supprimer. On utilisait pour rincer la salade pour des questions sanitaires une eau légèrement chlorée, comme vous l'avez dans la piscine. Bon, c'est des choses qui passent assez mal dans la tête maintenant des consommateurs, mais c'est aussi des coûts, parce que forcément, quand on a une salade qui n'est pas propre, c'est paradoxal, mais une salade, ça pousse dans la terre avec de l'eau, et les deux ennemis de la salade, c'est la terre et l'eau. Donc, parce que c'est là que se développe un certain nombre de contaminants. Donc, comment on arrivait finalement à concilier tout ça? Et c'est là qu'on avait, et nous, moi, je ne suis pas un homme qui met les choses en opposition. Moi, je crois que quelqu'un qui croit beaucoup que d'abord, toute personne doit être indépendante dans sa façon de consommer et faire ses choix et le respecter. Et puis ensuite, la technologie, il ne faut pas la mettre en opposition avec des cultures traditionnelles, etc. Il faut la mettre en complémentarité et comment elle peut régler un certain nombre de choses. Après, il y a des notions, alors c'est pas trop dans le végétal, mais c'est dans l'animal, des notions éthiques sur lesquelles il faut faire extrêmement attention. Mais en tout état de cause, donc aujourd'hui, on est complémentaires. Et ça, c'est pas toujours le cas dans les propos que j'entends, mais je pense que c'est effectivement extrêmement important. Donc, aujourd'hui, voilà ce qu'on voulait en fait régler et emmener. Donc, nos promesses, c'était, bon, d'abord, on voulait absolument que les agriculteurs puissent avoir en main ce maraîchage sans être, un peu comme dans le poulet, esclave d'un système. Et ça, c'est vraiment très important, c'est qu'ils soient partie prenante du système avec des notions de financement qui, des fois, peuvent être assez compliquées, mais c'est quand même les agriculteurs qui détiennent en fait cette notion de la façon dont on cultive, on fait évoluer, et on a beau faire le maximum, de toute façon, il reste clé dans le système. Ensuite, la notion de l'ultra fraîcheur végétale. Donc ça, c'est clair que c'est un point qui est clé vis-à-vis des consommateurs. Et ensuite, c'était d'arriver à trouver la meilleure appropriation avec les notions de transparence, alors, qui sont très problématiques dans certains métiers, le goût qu'on oublie, et très clairement, aujourd'hui, regardez ce qui se passe à certains moments sur les tomates dans certains pays où on fait plutôt de la tomate qui sent rien, etc. On voit que le consommateur, il commence à être réceptif et qu'il va sélectionner effectivement ces choses. Ensuite, de défendre nos territoires, parce que très clairement, si on n'y fait pas attention, c'est d'autres valeurs d'arbitrage qui vont arriver, et donc on a des risques majeurs de perdre certains de nos territoires en termes d'évolution. Et puis sur un plan effectivement image, de traiter les produits sans pesticides, sans chlore, etc. au travers de ce qui peut se passer. Donc notre métier, notre mission en fait finalement, c'est de permettre à chacun de mieux manger grâce à du végétal sain, local, disponible partout et issu du travail de nos producteurs engagés. Donc ça, c'est très clair. Et donc, on a développé donc cette technique d'aéroponie mobile. Alors, vous voyez un plan là qui est réalisé. Donc, on a une partie haute et une partie basse. La partie haute, c'est la partie dans laquelle on va plutôt traiter de l'aspect climatique des choses. Donc, on a des serres qui font à peu près 6 mètres. On a les plaques que vous voyez là sont des plaques qui se situent environ 1,50 m à hauteur d'homme pour qu'il n'y ait pas de difficulté pour récolter les salades. Et donc, toute cette partie, elle est finalement protégée. Elle reçoit très peu, voire pas d'humidité, ce qui évite un certain nombre de contaminations de la plante par les feuilles. Et par contre, on va travailler la partie basse, où là, avec une aéroponie mobile, on a des systèmes qui nous permettent d'alimenter la plante
de régler la température de l'eau, les nutriments, de régler le nombre et la fréquence, parce qu'en fait, une salade, pour arriver à ce qu'elle ait du croquant, il faut provoquer le stress hydrique sur le produit. Et donc, au travers de ça, on va amener en fait finalement une solution, tout en ayant bien sûr, et ça a été tout l'objet, et c'est pourquoi on est passé de 2013 à bientôt 2023, donc 10 ans, parce qu'il fallait aussi rester dans des raisonnements économiques, c'est-à-dire que quand on arrive, et je vois des solutions actuellement qui arrivent à 3, 4, 5 fois le prix d'un kilo de salade ou d'un kilo d'herbe par rapport à ça, je pense qu'à un moment ou un autre, il y a aussi des raisons économiques qui vont causer et qui vont faire que ça va pas être viable ou de toute façon pas évident. Et nous, ce qu'on voulait pas, c'était rentrer dans une forme de consommation élitiste, c'est-à-dire que nous, on est avant tout sur des consommations tout venant. Donc, c'est là où il y a un gros travail actuellement dans la qualité de ce qui est fait. Les résultats, c'est qu'on consomme 10 fois moins d'eau puisque l'eau, elle est recyclée en permanence et finalement, il n'y a que la plante qui prend ce dont elle a besoin. On irrigue en automatique avec un brouillard nutritif, donc on peut calibrer et faire évoluer. Et aujourd'hui, clairement, on n'est pas encore sur des solutions de produits donc bio ou des choses comme ça, mais ça ne sera pas un problème. C'est-à-dire que je pense qu'on suivra les évolutions donc au travers de ça. On a prouvé en 3 ans qu'on était capable de produire sans pesticides et sans insecticides et par contre, donc très clairement sans contamination effectivement, par rapport à ça. Et la qualité du végétal, puisqu'aujourd'hui, on a fait un certain nombre de tests qui nous amènent à une qualité identique. On ne va pas dire qu'elle est meilleure, hein, on va dire qu'elle est identique en termes de produits. Donc, le principe, c'est de modéliser, en fait, finalement, et c'est pour ça que la data, en fait, finalement, les serres, l'aéroponie mobile, etc., je dirais que c'est des outils. Ce qui est hyper important, c'est la data, c'est-à-dire que c'est tout le système qu'on enregistre en permanence qui nous permet de caler qu'une laitue, ça va pousser dans telles conditions au meilleur moment de ce que nous donne la nature. Et nous, derrière, on va le reproduire avec de la lumière naturelle. Vous voyez, au départ, on était parti sur des serres en plastique. On va passer sur des serres en verre parce que les résultats qu'on a à serre en verre sont meilleurs en termes d'énergie. Donc, sur un aspect économique, parce que j'aime bien aussi ramener ça, parce que je pense que quand on a des choses dans lesquelles on n'intègre pas l'aspect économique, on file dans le mur. Donc, l'aspect économique, il y a 3 postes. Le CAPEX, bien sûr, qui est important. Pour vous donner une ordre d'idée, un hectare de serre, c'est à peu près 7 millions d'euros avec la technologie. On a un aspect ensuite OPEX, c'est-à-dire qui est la main-d'œuvre, qui chez nous est un gros poste, que ce soit la main-d'œuvre de culture ou la main-d'œuvre derrière de traitement, de lavage, etc. Donc, moins on a un produit qui est souillé, contaminé, etc., plus derrière on gagne sur cette partie OPEX. Et ensuite, le troisième point, c'est la partie énergétique. Et là, on est en train de travailler. C'est pour ça que la serre que je vais vous montrer après va être située à côté de l'usine de Saint-Denis-de-l'Hôtel de production de liquide, parce qu'on va récupérer l'énergie fatale de cette usine pour arriver à chauffer effectivement la serre. Voilà ce qu'est une chapelle. Hein. Donc ça, c'est une chapelle d'à peu près 600 mètres carrés. Donc on a des multiples de chapelles parce que on maîtrise bien. Bon, la forme Toblerone que vous voyez un petit peu, c'était une forme pour optimiser en fait finalement la surface de culture. On est en train d'y revenir un peu parce qu'on a du mal à avoir la même qualité à tous les niveaux. Donc on travaille plutôt sur l'accélération en fait des rotations, de gagner du temps en fait dans la nurserie, etc., plutôt que de travailler sur cette technologie Toblerone qui est difficile parce qu'elle est très peu étanche, elle nous amène un certain nombre de sources de contamination. Ce que vous avez c'est la forme de pente que vous avez attribuée à vos tables, c'est cela? C'est ça, voilà. Vous voyez, vous le voyez, c'est des sortes de. En réalité, on ne le devine pas sur la photo quand même. Hein. Ah, pardon. Donc, en fait, vous le voyez peut-être si vous êtes attentif sur les premières plaques. Ces plaques sont pas plates, en fait. C'est comme des formes de triangles, vous voyez, de ce qu'on appelle de Toblerone, en fait. C'est notre jargon. Donc, sur lequel 30%, quelque chose comme ça, hein, c'est ça. Voilà, c'est ça à peu près. C'est ça à peu près. Donc derrière, alors la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, la salade, je dirais que c'est le produit le plus critique parce que c'est un produit qui est d'une part très sensible, mais d'autre part, c'est aussi un produit qui est en termes de coût qui est pas cher. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une salade, c'est pas très cher ramené au kilo de produit. Par contre, il y a d'autres produits comme les plantes médicinales, les plantes également destinées à la cosmétique, qui là sont sur des valeurs importantes. Ce qui d'ailleurs fait aussi que je pense que les notions, alors par exemple sur le médical ou le cosmétique, les notions de pesticides, etc., sont encore pas sur des consommateurs, on ne parle pas tous les matins, ça peut venir, mais c'est aussi une des raisons. C'est comme la valeur de la plante vaut cher,
l'impact du coût en fait finalement du traitement sur une plante qui vaut cher n'est pas du tout le même que sur une salade qui vaut pas grand-chose en termes de prix au kilo. Vous voyez, donc tout ça, c'est des notions qu'on apprend un petit peu en marchant. Et donc là, voilà. Donc aujourd'hui, je dirais qu'il n'y a pas beaucoup de limites à l'aéroponie mobile. Hein. Donc clairement, on voit qu'il y a des solutions. Après, on avait testé du soja, ça n'a pas de sens, vous voyez, sur des produits comme ceux-là, qui sont des produits assez résilients dans des cultures traditionnelles. Il faut qu'il y ait vraiment des véritables raisons et des véritables intérêts. Mais ça, c'est l'objet de notre serre R&D. De tester finalement, on nous amène une plante, on nous dit voilà quelles sont les caractéristiques, on la teste. Alors on a des modules qui vont de la plante unique jusqu'à la serre de 600 mètres carrés qui nous permettent de tester en grandeur nature. Et donc comme ça, on fait évoluer. On travaille sur la modélisation avec nos partenaires. Alors, ce que je vous ai pas dit, c'est que tout ça, c'est aussi un consortium hein, avec des gens de la data, avec des semenciers, etc., dans lequel on va travailler donc à l'évolution pour effectivement amener ça. Voilà, donc ça, c'est les dernières plantations qu'on est en train de réaliser, où là, vous voyez, les plaques sont beaucoup plus plates, en fait, parce qu'on travaille non plus on travaille la densité, en fait, au mètre carré, hein, qui va nous permettre de travailler le nombre de cycles, de façon à ce que la plante puisse et de quoi finalement s'épanouir, mais sur lequel nous, on optimise en permanence la place au travers de ça. Pour vous donner un chiffre hein, sur une salade, entre la salade qu'on a dans le champ et la salade qu'on a dans notre assiette, c'est à peu près l'ordre de 50 à 55% de déchets en fait qu'on va générer entre le champ, l'usine et puis éventuellement ce qu'on peut avoir à la maison. Sur la 4e gamme, on l'a plus. Là, on passe à moins de 20%. Donc la qualité en fait du produit qui est donné fait qu'il y a très peu de déchets en fait sur les salades, en plus des salades qui sont très rapidement cueillables à hauteur d'homme. Voilà, donc bon, les efficaciées hein, sont importantes pour synthétiser. Bon, là c'est tout le travail qu'on est en train de faire, c'est l'efficacité coût au mètre carré. Donc on peut cultiver, notre projet s'appelle 950 tonnes par hectare. Aujourd'hui, on cultive à peu près 50 à 60 tonnes sur un hectare de culture traditionnelle. Bon, des produits qui, bien sûr, doivent à un moment apporter des avantages et des économies par rapport à des cultures traditionnelles. Et entre autres, une de ces économies, c'est ce qu'on peut faire dans les périodes où on n'a pas d'approvisionnement possible en France à cause des gelées ou des chaleurs. Et finalement, l'évolution climatique peut aussi être un changement. La fraîcheur, salade cueillie du matin, vous l'avez le soir dans votre assiette. Donc ça, c'est clair que nous, chaque heure compte hein, nous, sur la salade. Et donc ça, c'est un point important. Une conservation accrue parce qu'en fait, comme on l'a plus ou pas la salade, eh bien, on fait des tests de recherche de microbiologique, il n'y a absolument rien. Et comme on arrive par ce biais-là, on n'abîme pas la salade en fait finalement dans nos process. Alors qu'aujourd'hui, quand vous l'épluchez, vous la cueillez, vous la lavez, vous les saurez, c'est quand même des contraintes mécaniques qui sont extrêmement fortes. Donc ça, c'est un point qui est fort. Bon, la santé, c'est surtout l'élimination des pesticides et des contaminants. Donc, moi, je mange pratiquement toutes les semaines en ce moment de la salade qui n'est même pas lavée. C'est-à-dire que globalement, il me la cueille dans la serre, je la prends, je la mets dans mon assiette, je ne l'ai pas lavée. Et c'est incroyable. Et donc, cette salade, aujourd'hui, on a réduit, on n'a pas de lavage avec de l'eau chlorée, on n'a pas de pesticides, etc. Donc, après, on rentre dans un monde où l'hygiène et les techniques de fabrication sont effectivement importantes. Donc, derrière… Je vais vous demander d'accélérer parce que… Oui, j'ai fini, c'est mon dernier transparent. C'est mon dernier transparent. Donc ensuite, tout l'aspect éco, mais j'en ai parlé, hein, réduction de l'empreinte carbone, autonomie, et puis ensuite, vis-à-vis de nos clients, là aussi cette notion de réactivité qu'on peut avoir donc par rapport à ça. Et donc, juste pour finir, vous montrer ce qui est la serre qui a été décidée, là, qui va être construite donc juste à côté. Donc, c'est une serre, 6 chapelles de production, 2 chapelles techniques, qui va produire donc du basilic, de la ciboulette, du coriandre, etc. Donc, sur les mêmes principes de cette aéroponie, avec la particularité, par exemple, sur le basilic, c'est qu'on peut faire jusqu'à 13 récoltes. Hein, donc, le coriandre qui normalement se récolte une fois, parfois 2 dans les champs, on a déjà testé qu'on peut passer à 4 ou 5. Donc voilà, donc c'est aussi des intérêts qui sont extrêmement importants en termes de technicité. Voilà ce que je voulais vous dire en termes de présentation. Alors bien sûr, c'est un projet qui reste un projet pour l'instant très R&D, hein, sur lequel on met beaucoup de moyens. Là, on commence à avoir des productions commercialisables, entre autres notre serre produit régulièrement, donc c'est de la salade qui va dans nos produits sans aucun problème. Et puis peut-être demain des concepts
moi, j'ai un truc dans la tête, c'est que je dis pourquoi est-ce que dans une ville, par exemple, on mettrait pas une serre? Dans cette serre, on pourrait y employer du personnel qui aujourd'hui est sorti des circuits traditionnels pour leur réapprendre à cultiver de la salade, à l'accueillir, à la vendre au cul de la serre, excuse-moi du terme, au cul de la serre à des gens qui viennent l'acheter, à la collectivité, donc derrière, à la grande distribution locale, et l'excédent, pour qu'il n'y ait pas de gâchis, nous, on pourrait créer un écosystème dans lequel on le récupère. Et tout ça avec des producteurs locaux qui investiraient ou avec lesquels on investirait avec eux-mêmes pour qu'ils puissent bien sûr utiliser et exploiter ça. Et ça sur des friches industrielles, des friches commerciales, etc. Donc je pense que c'est des projets qui sont pleins d'avenir et qui, par rapport à tout ce qu'on voit à côté, me paraissent quand même être sur une notion économique. Bon, pour l'instant, dans ce que j'ai pu lire, entendre, parce qu'on a vu beaucoup de choses, un peu plus, je dirais, un peu plus économique que ce qui sort aujourd'hui, mais bon, les technologies vont nous permettre aussi d'évoluer dans des tas de domaines. Merci Emmanuel Vasnex, c'est absolument passionnant, c'est très très intéressant et vous cochez effectivement bien ces cases d'économie des intrants dont on parle beaucoup naturellement dans le cadre de la transition agroécologique. Alors sur la même problématique initiale mais avec une approche radicalement différente, j'aimerais que François Mullet nous parle de maraîchage sur sol vivant parce que là on ne sort pas de la terre mais au contraire on réinvente la terre, on se réconcilie avec la terre, hein, parce que parler de maraîchage sur sol vivant, c'est pas neutre quand même. Ça veut dire que jusqu'ici, on a oublié que le sol pouvait être vivant, François. Oui, bonjour à tous. Eh ben, oui, c'est peut-être un des débats dans le monde agricole, c'est est-ce que le sol est vivant et qu'est-ce que ça veut dire un sol vivant? Donc, pour me présenter brièvement, c'est bon, tout le monde me voit? On est bien? On n'a pas de présentation, François. En tout cas, moi, je ne l'ai pas. Oui, je vais la partager. Allons-y. Tac. Et donc, pour me présenter brièvement, donc je m'appelle François Mullet. J'ai eu une première carrière dans le monde de l'informatique et à un moment dans ma vie, je suis revenu dans l'agriculture. J'ai cherché à retrouver un peu mes racines familiales et donc je me suis lancé dans le maraîchage. Et donc j'ai été l'initiateur d'un premier réseau qui s'appelait Maraîchage Sol Vivant et par la suite j'ai développé une deuxième structure donc, qui s'appelle Vers de Terre Production. Vers de Terre Production, aujourd'hui, le gros de notre activité, c'est la formation agricole, la production de contenu audiovisuel pour faire de la formation agricole. Et on a un certain nombre de projets de recherche et développement dont je vais parler après. Aujourd'hui, je vais surtout me concentrer sur la question du légume, du maraîchage, sachant que Vers de Terre Production est une activité beaucoup plus large que la production de légumes. On travaille avec des experts dans toutes les filières. Effectivement, nous, notre axe de travail majeur, c'était, je dirais, de reconstruire des systèmes agricoles, dans lesquels l'ensemble du cycle de la fertilité des systèmes était reconstruit. C'est vraiment de cette manière-là que nous, on voit l'agroécologie, c'est-à-dire prendre des données d'écologie scientifique et les réintégrer dans la construction de systèmes agricoles. Et ça signifie recréer la totalité du cycle. Et un des grands débats et un des grands sujets qui nous animent, nous, c'est cette question du sol, puisqu'en fait, c'est un peu le point commun qui regroupe tout notre écosystème aujourd'hui, c'est des experts qui cherchent à essayer de reconstruire les sols dans les systèmes pour que les sols produisent le maximum des services écosystémiques dont ont besoin les plantes. C'est vraiment ça notre axe de travail majeur. Et donc, ça passe par un certain nombre de choses, alors notamment la réduction des outils mécaniques de travail du sol qui sont très destructeurs pour la vie du sol. Dans la pratique, ça passe par ce genre de choses. Ça va aussi beaucoup passer par le vers de terre, je vais en reparler juste après. Mais voilà, nous, notre axe de travail, c'était de se dire il faut recréer la totalité du cycle, puisque dans la plupart des agrosystèmes qu'on construit aujourd'hui, en fait, il manque toujours un morceau du cycle, que ce soit la production de biomasse, que ce soit l'organe de recyclage, que ce soit l'eau, etc. En fait, les systèmes sont souvent construits d'une manière un peu bancale et on a des grosses problématiques, notamment les outils de travail du sol qui détruisent pas mal les services écosystémiques qui peuvent être rendus notamment par le sol. Et donc, le gros de notre travail aujourd'hui, c'est d'essayer de dimensionner l'ensemble du cycle thermodynamique des écosystèmes, donc le cycle matière, le cycle énergie, le cycle information. Alors, le cycle information-entropie, ça peut paraître un petit peu abstrait pour certains, mais d'une manière très simple, l'information
Dans un écosystème, bah, c'est la génétique, c'est les plantes, mais ça peut être aussi, par exemple, la nature d'une matière organique. Suivant que je mette une matière organique fraîche, des branches broyées ou du compost sur le sol, en fait, on n'a pas la même information dans ces matières organiques et ça ne se comporte pas de la même manière et ça ne nourrit pas les mêmes réseaux trophiques, ça n'amène pas les mêmes micro-organismes, etc. Donc on travaille sur tout ça et on essaye à chaque fois, quand on fait du développement, de reconstruire l'ensemble du cycle. Voilà, notre idée, c'est de reposer le cadre physique et de se dire comment on fait rentrer, comment on construit un agroécosystème dans ce cadre physique des contextes pédoclimatiques. Si on a appelé notre société Vers de Terre Production, c'est pour une raison assez claire, c'est qu'à un moment donné, on s'est rendu compte que dans le développement, dans la reconstruction de nos agroécosystèmes, on s'est rendu compte que le ver de terre était complètement sous-estimé en fait en termes d'importance. Je le redis vite fait, hein, quelques chiffres clés quand même. Le ver de terre, c'est 80% de la biomasse animale dans les écosystèmes terrestres. Donc hors micro-organismes, hors végétaux, mais 80% de la biomasse animale terrestre, c'est-à-dire que c'est lui qui a un rôle absolument majeur dans l'ensemble du cycle de la fertilité du sol. C'est lui qui pilote la fertilité du sol, c'est lui qui pilote le recyclage des matières organiques. Et quand on a compris ça, à force de travailler sur le dimensionnement des écosystèmes, on a été assez surpris quand même de voir qu'il y avait très peu de documentation et de bibliographie scientifique facilement accessible sur la question des lombriciens. Et donc, on a fait connaissance avec un certain nombre de chercheurs comme M. Boucher, qui est sans doute un des plus grands géodrillologues de tous les temps. Et donc, on a notamment beaucoup travaillé sur son œuvre. Et donc, une de mes activités aujourd'hui, c'est de ramasser toute la bibliographie scientifique qui existe sur les vers de terre. On a notamment scanné toutes les archives de Monsieur Boucher que vous pouvez trouver sur notre site internet. Et c'est bien en nourrissant les vers de terre, dans la plupart des systèmes, dans beaucoup de systèmes, en nourrissant les vers de terre, en respectant leur écologie, leur dynamique leur taux de fécondité, leur dynamique de population, qu'en fait on arrive à construire des systèmes très intéressants où les plantes sont nourries en continu et on résout beaucoup de problèmes de maladies, tout un tas de problématiques. Donc voilà, ça c'est les axes de travail majeurs, je dirais, de notre société Vers de Terre Production sur le plan de notre approche agroécologique. J'y reviens vite fait. Donc on avait développé à partir des années 2010 un réseau qui s'appelle Maraîchage Sol Vivant, qui consistait donc à transposer dans le monde du maraîchage toutes les techniques d'agriculture de conservation, semi-direct, sous couvert, avec de l'intégration d'agroforesterie, etc. On avait développé un réseau national qui est plus très actif aujourd'hui, mais on a une association en Normandie-Île-de-France qui est très active et on a plein de petites antennes régionales qui se développent aujourd'hui. Tout à l'heure, Jean, tu me posais la question de savoir combien il y avait de fermes en France aujourd'hui qui adoptaient ces pratiques. On ne sait pas trop, mais beaucoup. Moi, j'estime que dans les nouvelles installations, dans les installations de fermes de moins de 1 ou 2 hectares, aujourd'hui, c'est plus de la moitié des fermes qui adoptent nos techniques et qui se développent, qui nous aident à développer ces techniques. Et donc, avec ce réseau Maraîchage Sol Vivant, on avait 2 axes de travail majeurs. Donc, c'était être organisme de formation et produire du contenu audiovisuel de formation qu'on mettait en ligne sur YouTube. On avait une chaîne YouTube qu'on a démarrée en 2015 qui fonctionnait très bien. Et donc, c'est ce savoir-faire en termes d'organisation de formation et de production audiovisuelle qu'on a repris et redéveloppé au sein de Vers de Terre Production pour avoir la même stratégie de développement et de diffusion d'informations, mais multifilière pour le coup, et pas uniquement maraîchage. On partage d'ailleurs toujours aujourd'hui nos locaux, les locaux de Vers de Terre Production, on les partage toujours avec l'association Maraîchage Sol Vivant Normandie-Île-de-France. Donc, nos activités, c'est la diffusion d'informations, puisqu'en fait, on pense que la transition agroécologique, elle va surtout se faire par la formation des agriculteurs et par une circulation rapide, en fait, de tous les savoir-faire, de toutes les innovations. Ce matin, il y a eu des discussions sur les constructions de, comment dirais-je, de référentiels pédagogiques ou ce genre de choses. Nous, évidemment, je passe beaucoup de temps à construire des référentiels pédagogiques quand j'organise des formations. Mais en fait, on se rend compte que si on veut vraiment que ça aille vite, si on veut réussir à massivement former les agriculteurs aux innovations, il faut qu'on raccourcisse le temps entre le moment où l'innovation est faite, documentée, diffusée et réadoptée par d'autres producteurs. Donc nous, c'est vraiment notre leitmotiv, c'est faire circuler l'information le plus vite possible à travers tout un tas d'outils.
Donc, on a une chaîne YouTube. Je vais vous expliquer un petit peu plus en détail comment elle fonctionne. On organise des colloques. Donc, en 2019, on avait organisé un très gros colloque avec à peu près 150 intervenants. On aurait voulu en refaire un cette année, mais c'est un petit peu compliqué. On fait aussi des projets de recherche et développement, et notamment, on est en train de créer des soil food scanners, on appelle ça comme ça dans notre jargon. C'est des outils qui sont déjà en partie capables de faire des analyses de sol, des analyses de produits très détaillées, directement au champ et instantanément, puisqu'on pense aussi qu'il faut développer cette culture du résultat et de la mesure au champ, avec des outils qui donnent des résultats très rapidement pour pouvoir développer des analyses très rapidement sur les problématiques, les résoudre très rapidement. On a aussi, Vers de Terre Production, un projet de production de fourrage en Mauritanie, et on est en train d'acheter, là, dans les semaines qui viennent, une ferme pour faire notre première école qui diffusera encore plus et qui fera de la recherche et du développement sur le maraîchage sol vivant. Donc, c'est une ferme qu'on est en train d'acheter en Normandie. On a aussi beaucoup travaillé au montage d'une association qui s'appelle Pour une agriculture du vivant. L'idée étant qu'on va essayer de développer des filières autour des produits qui sont produits avec nos pratiques et notre vision de l'agriculture. Donc, Vers de Terre Production, je vous disais, on est avant tout un organisme de formation. Donc, on travaille avec les fonds de formation Vivea et tous les fonds de formation agricole. On est certifié qualité, etc. La grande spécificité de notre travail, c'est d'essayer d'être en avance sur la digitalisation de la formation. En fait, on a un très gros problème dans le monde agricole, c'est qu'on a, vis-à-vis de la formation, c'est qu'on a affaire à des professionnels qui n'ont pas forcément énormément de temps à consacrer à la formation, qui ont des emplois du temps un peu chargés. Et en fait, les modèles de formation classiques en salle, où il faut se déplacer, rester une journée, 2 journées en salle, sont très contraignantes pour les producteurs. Et ça pose une contrainte qui rend en fait peu accessible la formation aux producteurs. Donc nous, notre idée, ça a été, par la digitalisation de la formation, de la détemporaliser, de la délocaliser, de la personnaliser et de la rendre beaucoup, beaucoup plus souple, et d'amener le savoir directement à l'agriculteur sans qu'il ait besoin de se déplacer pour aller chercher le savoir. Donc on travaille sur tous ces formats de digitalisation de la formation. Pour être un petit peu clair sur la vitesse à laquelle les choses vont, c'est que jusqu'à il y a encore un an, les fonds de formation avaient un petit peu du mal à investir dans des formats innovants, et depuis un an, beaucoup de choses se sont développées. Je vous laisse deviner pourquoi. Donc pour nous, c'est plutôt une opportunité ce qui se passe, puisque nous, on avait beaucoup d'idées, il y a beaucoup de choses qu'on voulait faire, qu'on avait du mal à faire pour des problématiques administratives diverses. Et en fait, beaucoup de choses se sont débloquées en 2020. Et donc là, aujourd'hui, on est en train de créer des nouvelles plateformes de diffusion. On est en train de développer beaucoup de choses, puisqu'aujourd'hui, les fonds de formation acceptent de financer des modèles beaucoup plus divers en termes de formation digitale. François, l'heure tourne. Oui. J'aimerais que tu passes maintenant assez rapidement à la dernière étape, ce qui est, parce que je trouve que le témoignage de ce que tu es en train de faire sur la tomate en région nantaise est particulièrement intéressant, et j'aimerais qu'on ait un petit peu de temps pour le faire. Et il reste 3 minutes pour faire simple. Hein. C'est bien. Voilà. Mais trop vite, beaucoup trop vite. Et donc, un de nos objectifs dans l'utilisation du digital, c'est d'atteindre des seuils de diffusion de l'information qui sont de plusieurs dizaines de millions d'heures, puisqu'en fait, aujourd'hui, on a un décalage entre le nombre d'heures de formation qui sont financées par les fonds de formation et le besoin, en fait, du monde agricole en formation. Pour moi, le différentiel il est d'un facteur 10, d'un facteur 100. Et il n'y a que, d'après nous, par la digitalisation qu'on arrivera à réaliser ce volume d'heures qui permettra réellement de faire cette transition agroécologique. Donc aujourd'hui, on a pris le parti de produire à peu près 2 heures de nouveaux contenus tous les jours. Alors on n'arrive pas toujours à respecter ce cap, mais on n'en est pas loin, sur notre chaîne YouTube. À ce stade, on est à 1 500 000 heures de visionnage, un petit peu plus. Et juste, c'est pour vous montrer l'ordre de grandeur et l'intérêt que les agriculteurs ont sur ce type de support. Aujourd'hui, on a à peu près 10 000 visites par jour, ce qui fait à peu près 2500 heures. Et on pense qu'en 2021, on va réaliser un volume de diffusion qui sera assez proche de ce que les fonds Vivea financent sur un an. C'est à peu près 2 millions d'heures de formation et 2 millions d'heures de visionnage sur la chaîne YouTube. Donc, ça, c'est plus mon travail.
On y arrive, Jean. C'est sur la recherche et développement qu'on fait au sein de Vers de Terre Production. Donc là, je me focalise un peu sur la production légumière. Donc le maraîchage sol vivant, ça ressemble à ça. C'est des sols vivants avec de la nutrition, de la matière organique. Là, on est sur des systèmes diversifiés. C'est pour beaucoup des systèmes diversifiés qui ont adopté en premier ces pratiques partout en France parce qu'ils avaient une forte capacité à faire de la recherche et du développement parce qu'ils faisaient beaucoup de choses à la main. Donc en fait, quand on est à la main, on est plus souple, on peut innover beaucoup plus rapidement. Comme ils sont en vente directe, la plupart de ces producteurs, ils avaient une bonne capacité, je dirais. Enfin, ils avaient déjà l'habitude en fait de perdre de temps en temps des cultures. Donc si dans le processus de recherche-développement, ils perdaient des cultures, c'était pas quelque chose de très grave pour eux. Et année après année, aujourd'hui, on a fiabilisé un peu toutes ces pratiques. Ça marche très bien. Voilà à quoi ressemble à peu près du maraîchage sol vivant très classiquement en France. Mais aujourd'hui, on est sorti de ces fermes en production diversifiée, petite surface, et on est en train on a de nombreux projets pilotes sur les gros systèmes de production légumiers plein champ et en serre. Là, par exemple, c'est un petit projet sympathique de permaculture urbaine que j'ai fait au Talus, où en l'espace de 6 mois, on a pris quelque chose qui ressemblait pas vraiment à un sol et on l'a transformé en un sol. Voilà, ça c'est l'exemple de ce qu'on fait, où on va dimensionner où doivent être mis les matières organiques, avec quelle granulométrie, comment irriguer, à quelle vitesse les vers de terre vont revenir, comment la microbiologie va se redévelopper. Et donc, si on met bien tous les ordres de grandeur au bon endroit, qu'on a les moyens, voilà ce qu'on fait en l'espace de 6 mois en termes de reconstruction biologique des sols. Ça, c'est un de mes derniers projets que j'ai développé, puisque j'étais contacté en fait par des séristes qui font de la tomate en hors-sol et qui étaient très intéressés en fait pour revenir vers des stratégies de sol vivant, revenir en pleine terre, tout en maintenant les niveaux de production. Donc c'est un exercice très intéressant, on est sous serre chauffée. Et donc on reconstruit des sols en fait, sur des sols qui sont extrêmement dégradés. Là, honnêtement, sur le plan écologique, je pense que c'est les sols les plus dégradés de France, c'est-à-dire que sur 1 hectare, on ne retrouve pas un seul ver de terre dans le sol. Après un certain nombre de décennies, je dirais, de maltraitance des sols. Et donc, tout est recréé, remettre la matière organique, remettre la biologie, etc. Et donc, on a mis en place un protocole pour reconstruire biologiquement les sols, là aussi, en à peu près 6 mois. Et pouvoir, en utilisant quasiment uniquement les services écologiques des sols, avoir les mêmes rendements, en fait, qu'en hydroponie classique, hors sol hydroponique classique. Donc, aujourd'hui, on en est là. C'est des bacs dans lesquels on reconstruit des sols. On remet les vers de terre, on enherbe les passe-pieds pour ramener toute la biodiversité. Et donc, nous, on a une stratégie où, en fait, on va plutôt beaucoup plus miser sur la biodiversité. Alors, c'est fait d'une manière assez réfléchie, pour qu'elle s'autorégule et qu'à la fin, on ait à la fois la même qualité de produit, la même qualité de production et des coûts de production, en fait, tout à fait similaires. Aujourd'hui, on est en train de travailler sur la qualité produit. Est-ce qu'on a des vitamines, est-ce qu'on a des oligo-éléments, des minéraux, conservation, etc. Mais on a des choses très similaires. Et même sur un certain nombre de minéraux, en fait, on est mieux que ce qui se fait hors sol et en hydroponie. Donc voilà. Je vous remercie. François, tout de suite, quand même pour prendre la mesure de ce que tu viens de nous présenter là sur la tomate, aujourd'hui, tu me disais que des opérateurs importants de la filière tomate, notamment nantaise, sont en train de développer de faire évoluer une partie de leur production sur cette technologie-là, de basculer. Oui, on a eu une phase de gestation, de recherche et développement un peu discrète, où il a fallu qu'on essaye de vérifier que tout fonctionnait comme on l'imaginait. En fin d'année, normalement, on devrait en avoir pas loin de 5 hectares. Et je vais bien voir les années suivantes ce qui se passe, à quel rythme les producteurs ont envie d'investir. Voilà, c'est un changement assez radical, je dirais, de pratique entre le hors-sol et ça. Ça coûte pas particulièrement cher. Bon, les premiers essais, évidemment, sont toujours un peu onéreux parce qu'on fait pas toujours les bons choix techniques. Aujourd'hui, on arrive à réduire énormément le coût des implantations, des mises en place. Donc, au final, ça ne coûtera pas beaucoup plus cher qu'une mise en place d'hydroponie, donc il n'y a pas de raison que ça ne se développe pas si le résultat technique et le résultat de production est au rendez-vous. Ok, merci François. Jacques Gauthier, on va enchaîner rapidement parce qu'il nous reste une grosse demi-heure, parce qu'on a eu des entretiens, des intervenants très, très passionnés et passionnants.
Jacques, tu diriges la société Semences Gauthier qui, par certains côtés, notamment sa structure familiale, sa dynamique également, peut ressembler aux laiteries de Saint-Denis de l'Hôtel, dans son domaine naturellement. Donc, par rapport à ce qu'on vient d'entendre, ton rôle est de fournir les ressources génétiques pour mettre en œuvre les pratiques agronomiques. Et on vient d'entendre deux interventions qui développent deux voies, on l'a vu, très divergentes, mais deux voies d'évolution majeure des pratiques agronomiques. Donc là, la ressource génétique va également être amenée probablement à évoluer. J'aimerais que, au terme de ton intervention, tu puisses nous dire un petit peu comment également ce que tu viens d'entendre t'interpelle. Commençons par le commencement. Présente-nous Gauthier Semences et comment effectivement vous vous efforcez de relever les enjeux de la transition agroécologique. Oui, bonjour à tous et ravi de participer à cet échange. Est-ce que vous voyez bien ma présentation? Parfaitement, c'est tout bon Jacques, tu peux y aller. Parfait. Oui, donc ravi de participer à cet échange et puis j'étais passionné d'écouter les deux expériences précédentes. On voit qu'il y a des possibilités d'avenir et c'est ce qui est vraiment intéressant dans tous nos métiers autour de l'agriculture et de l'alimentation. Moi, je vais vous parler de notre expérience de sélectionneur et comment on peut contribuer à des modèles de production plus écologiques par notre travail de semencier. D'abord, je vais vous présenter brièvement l'entreprise Gauthier Semences. Donc, on est situé à Érag, au cœur de la Provence, dans une région historique de production française de fruits et légumes. C'est mon père et mon grand-père qui ont fondé l'entreprise en 1952. On est toujours une entreprise familiale et indépendante. Ma famille a toujours été dans la production de fruits et légumes, puis la production de semences. On est 100% de nos graines sont destinées à l'alimentation et notre engagement, c'est de proposer à tous des légumes de qualité, sains et savoureux. On a des créations variétales sur 5 groupes d'espèces, donc on est multispécialiste, si on peut dire, sur les solanés, donc la tomate et l'aubergine, les cucurbitacées avec les melons et les courgettes, les laitues et les légumes feuilles, les légumineuses avec les haricots et les pois. On travaille aussi en création variétale les choux-fleurs et puis des légumes en racines ou bulbes comme le radis, les oignons et les poireaux. On a la saveur et le goût comme leitmotiv. On dit notre passion c'est le goût parce que on est certain que tous les produits aux meilleures qualités gustatives auront toujours la préférence des consommateurs. C'est un point qui nous paraît important et qui a marqué nos travaux ces dernières années. Depuis bientôt 70 ans, donc, on est spécialisé dans la sélection, la production et la commercialisation de semences potagères pour les maraîchers professionnels. C'est une preuve de notre capacité d'adaptation parce qu'on est aussi dans le monde vivant et puis de nos engagements sur le long terme. Aujourd'hui, l'entreprise, c'est 160 salariés permanents qui participent à tous les travaux de notre activité semencière. Produire des semences, ça requiert des savoir-faire spécifiques et de l'expérience, des savoir-faire historiques sur la production de graines, et puis des savoir-faire plus techniques et plus scientifiques sur la sélection variétale, la phytopathologie, les biotechnologies et autres. La semence, c'est le premier maillon de la chaîne alimentaire. Donc, la semence porte une promesse de récolte et notre responsabilité, c'est de fournir aux producteurs des graines saines et qui produiront des légumes de haute qualité. Alors, dans notre position, on doit répondre à des attentes multiples des différents acteurs de la filière. Pour la production, c'est avant tout de sécuriser les récoltes avec la recherche de meilleure productivité, de résistance aux maladies et aux parasites et tout ce qui peut faciliter les cultures dans des pratiques agronomiques de plus en plus écologiques. Si les variétés sont destinées à de la transformation, comme pour les salades en 4e gamme, il s'agira aussi de faciliter le travail avec des plantes qui ont une bonne tenue au champ et aussi après récolte, et puis des taux de matière utile optimum.
Pour la distribution, on devra apporter des solutions de conservation après récolte pour réduire le gaspillage, mieux gérer les stocks et les approvisionnements. Il y a aussi des attentes de produits plus qualitatifs et plus distinctifs qui permettent de meilleures valorisations. Et les consommateurs, ils voudront de la diversité, des produits goûteux, sains, nutritifs, faciles à préparer, produits localement ou pas, avec des prix adaptés. Le consommateur est de plus en plus responsable, il veut connaître qui produit, où, quand, comment, et on se doit d'être transparent. En plus de ces attentes spécifiques à chaque maillon de la chaîne, il y a aussi des préoccupations partagées et nouvelles, donc comme la diversité, le local, mais aussi, on en a un petit peu parlé au préalable, la juste rémunération de tous les acteurs et cette notion de transparence des filières, parce qu'on doit faire aussi acte de pédagogie et pas tromper le consommateur qui est de plus en plus éloigné du monde de la production. Parmi, disons, nos axes de recherche, et notamment pour une agriculture plus durable, notre rôle donc, est essentiel pour contribuer à une production agricole durable et développer des pratiques culturelles économes, plus respectueuses de l'environnement et des ressources naturelles. Alors, avec des variétés plus résistantes aux maladies, aux parasites, ça permet de réduire l'utilisation de pesticides chimiques. Ça a été fait. On n'a pas attendu les attentes de l'agroécologie pour le faire, mais c'est quand même un élément important parce que les maladies et les parasites évoluent rapidement et le travail du sélectionneur, c'est de pouvoir apporter des réponses adaptées et rapides à ces problématiques-là. L'adaptation des plantes aussi à des conditions de culture plus stressantes par des climats qui sont plus durs, plus chauds, contribue aussi à une meilleure gestion des ressources. La recherche d'une meilleure productivité pour réduire aussi le risque de perte de récolte, c'est un risque important pour les producteurs. Il y a toujours de l'incertitude dans les récoltes, que ce soit lié au climat ou à différentes pratiques culturelles. Et donc, si on réduit le risque de perte de récolte, ben, ça va favoriser également la disponibilité alimentaire. Une meilleure tenue au champ et des conservations après récolte, c'est aussi un gage de moins de gaspillage. Et donc, pour terminer ma présentation, je dirais aussi qu'il y a des équilibres à respecter pour qu'un nouveau modèle, un modèle plus durable, soit durable pour tous les acteurs. L'apport de solutions variétales par des semences saines et des plantes plus résistantes et résilientes, ça permet une meilleure gestion des ressources naturelles par des systèmes agricoles plus économes. Mais il faudra aussi s'assurer de la sécurisation et de la viabilité des acteurs. La sécurisation en réduisant le risque de mauvaise récolte et la viabilité, que ce soit pour le sélectionneur, c'est que donc, le long travail de création variétale soit justement protégé. Pour l'agriculteur, que son travail de production soit dignement rémunéré et que chaque maillon de la filière puisse travailler correctement. Et ceci pour répondre durablement aux enjeux de l'agroécologie et pour continuer à apporter du plaisir aux consommateurs, parce que c'est quand même là l'essentiel de notre travail. Voilà, donc ça c'était les prérequis que je voulais présenter, et puis je suis à votre écoute pour répondre à des questions. Merci Jacques. Écoute, en t'écoutant, et je repensais naturellement à l'intervention d'Emmanuel Vasnex, je trouve qu'il y a quand même il y a un certain nombre de convergences et dans les profils des sociétés qui sont familiales d'une part, avec une belle dynamique de développement. Et je tiens à souligner que dans l'univers de la semence maraîchère, développer une société en maintenant son indépendance comme la famille Gauthier le fait depuis 50 ans, c'est absolument remarquable, surtout effectivement en poursuivant un effort de R&D qui vous a permis de développer des variétés très originales et qui répondent manifestement très bien aux attentes du marché, en tout cas sur un certain nombre de créneaux. Est-ce que du coup, vous connaissez avec Emmanuel Vasnex, vous êtes dans des logiques de contractualisation, de répartition de la valeur assez équilibrée. Vous avez eu l'occasion de collaborer? Je sais pas, Monsieur Gauthier, personnellement non, malheureusement. Donc, mais on va remédier à ça parce que je vois qu'il y a des choses qui sont assez similaires. Donc il y a pas. Non, mais je trouve que c'est intéressant.
Ouais, il me semble que il y a une convergence de valeurs Oui, et d'orientation qui, naturellement, mériterait que vous dialoguiez, quoi, à minima, il me semble. Hein. Voilà, non, mais c'est ma, non, ma première tout à fait. observation. Nous, on a toujours été en relation avec les plateformes Crudette, que ce soit à Châteauneuf ou à Cabannes. Mais c'est vrai que j'étais vraiment passionné d'entendre Emmanuel Vazenex et puis également François sur son expérience, parce qu'avec François aussi, on a des partenaires communs, si on peut dire. La salade, effectivement, ça fait partie aussi des produits importants pour nous. Et les projets que j'ai vus chez Emmanuel, ben, on regrette un peu d'être éloigné par la géographie, mais on n'est pas si loin que ça. Et les projets d'hydroponie, c'est vraiment des projets d'avenir. On a justement une serre hydroponique pour améliorer les variétés qui peuvent être adaptées à ces conditions-là, hydroponie ou les différentes possibilités qu'il peut y avoir. Et puis, moi, je crois également à tout ce que la connaissance, que ce soit plus historique, plus ancienne ou plus nouvelle, peut apporter justement pour répondre à nos défis de l'alimentation et de l'environnement. Et donc, je pense qu'on a énormément de sujets à travailler et en fait, c'est le choix qui est difficile. Et pour nous, sélectionneurs qui travaillons sur différents projets, ces choix sont pas toujours faciles. On a la chance de pouvoir participer à 2 projets européens hein, qui sont sur les modèles d'agroécologie ou d'écologie, de production plus fortement écologique. Donc, il y a un projet qui s'appelle Tomres et un autre qui s'appelle Vegadapt. Donc, ces projets travaillent à la fois sur l'amélioration variétale, mais aussi sur des systèmes de production qui peuvent être plus durables, que ce soit des associations de culture complémentaires, que ce soit des systèmes d'irrigation, de fertilisation plus précis, que ce soit également l'utilisation de micro-organismes qui peuvent être utiles, ou aussi l'utilisation des porte-greffes. On n'en parle pas toujours, mais on voit bien qu'aujourd'hui, en tomate, le porte-greffe s'est généralisé, plus pour des questions de durée de culture que pour des questions d'efficience nutritionnelle des racines ou de résistance à certains stress. Mais avant tout, les porte-greffes sont des bonnes solutions puisqu'on voit qu'il y a de plus en plus des problématiques climatiques qui entraînent aussi des stress au niveau des plantes, hein, donc soit des stress hydriques par des longues périodes sans eau, et puis des moments de très fortes de très forts orages, des températures élevées, et puis des utilisations d'eau d'arrosage plus salines, c'est-à-dire moins propres, notamment quand on va dans le sud du bassin méditerranéen. Et donc, à la fois la combinaison de la génétique, des solutions variétales et donc de systèmes de culture innovants. Et là, on en a eu des exemples ce matin. C'est vraiment passionnant. Je pense que l'un ne se fera pas sans l'autre. Merci Jacques. Nous allons enchaîner rapidement maintenant parce que l'heure tourne très très vite, plus que jamais. Le sujet a été un peu abordé par Emmanuel Vazenex, c'est le sujet de la logistique. Et donc là, je me tourne vers Christophe Thibault. Christophe Thibault, donc, qui préside la coopérative et le groupe Fleuron d'Anjou, qui est producteur de légumes, mais également de plants et de fleurs, donc dans une production spécifiquement horticole. Et dans ce cadre-là, Christophe Thibault a fait partie des fondateurs d'un collectif qui s'appelle VG Supply, dont la vocation est d'optimiser la logistique de livraison de toutes ces productions horticoles. Christophe Thibault, on se donne, voilà, il va nous rester un gros quart d'heure maximum pour développer ce sujet. Ok, donc bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si vous voyez mon écran.
parfaitement. Alors, peut-être passer en plein écran. On a encore des à côté, mais on vous voit bien de toute façon. D'accord. Bon, alors, donc, je me présente, Christophe Thibault, je suis président du groupe Fleuron d'Anjou et de ses filiales. Donc, c'est un groupe qui est Oui, en particulier tout axé sur le cœur de végétal. Donc, à travers 5 entités. Donc, d'une part, la coopérative mère qui a été créée en 1962 et nous employons à peu près 300 salariés uniquement sur le groupe coopératif, plus bien sûr tous les producteurs qui ont leurs propres salariés et développant environ 67 millions de chiffre d'affaires consolidés. Nous avons 4 filiales qui travaillent toutes dans le végétal, bien évidemment aussi. Togourdeau Plantes et Plants, qui est le leader des plants potagers aromatiques en France. FDA International, qui réalise de l'import-export de fruits et légumes frais, on va dire en trading. La Renomière, qui fait du négoce de fruits et légumes bio et conventionnels. Et ensuite VG Supply, sur lequel je ferai un focus tout à l'heure, si vous le voulez bien. La coopérative, donc, c'est deux orientations, 2 filières différentes. Une filière maraîchère avec un petit peu plus de 70 producteurs et 1000 hectares de surface de culture dans des gammes qui sont qu'on peut qualifier de services, donc avec l'échalote traditionnelle ainsi que l'échalion, les légumes bottes, donc radis, navets, carottes bottes, etc. La mâche, donc, et nous fournissons donc un certain nombre de quatrième gamistes, dont Crudette. Les légumes anciens, à travers toute une panoplie de produits qui vont depuis le topinambour, les panais, en passant par les spartionnaires, les rutabagas, etc. Et puis, un dernier gros produit pour nous, l'asperge blanche et verte, qui est en plein développement. Ça représente à peu près 13 000 tonnes expédiées par an en France et en Europe. Pour l'activité horticulture, donc, la coopérative est leader français sur ce domaine, avec 12 producteurs et 42 hectares de surface de culture, essentiellement en serre et en abri, à travers un certain nombre de gammes donc, qui sont disponibles toute l'année, donc les plants potagers aromatiques, les arbustes à petits fruits, les annuels et les géraniums, les vivaces et graminées, et des plantes pour l'automne, donc les bisannuels, cyclamènes, chrysanthèmes, etc. Et nous sommes, comme dans la filière maraîchage, avec des certifications qui nous identifient et identifient tous nos process pour rassurer à la fois nos distributeurs et le consommateur. Un petit focus sur l'activité fleurs et plantes, donc 400 espèces environ, 2000 références au catalogue. Et donc, la particularité de cette activité, c'est qu'on est quasiment dans l'ultra frais, c'est-à-dire que nos produits doivent arriver chez le distributeur en moins de 24 heures. Donc, entre la commande et l'arrivée en magasin, le délai est très très court. Et donc, c'est ce qui en fait la particularité, d'où cette nécessité de passer sur une logistique très adaptée, mutualisée pour essayer de gagner en compétitivité. Alors, je vais passer donc sur le suivant. Je ne sais pas si vous voyez la suite sur VG Supply. VG Supply, oui, c'est parfait. Ok. Donc, le sujet concernant VG Supply, c'était d'optimiser en termes de logistique nos activités de livraison vers nos clients. Et tout seul, nous sommes aperçus que nous allions rencontrer un certain nombre de soucis, en particulier qui sont liés à l'évolution environnementale des mesures en termes d'impact carbone, en termes de coûts, sachant que par ailleurs, en général, en France, les camions sont remplis à 50% en moyenne tout au long de l'année. Donc, on voit qu'on a des efforts à faire en termes de remplissage. Et
je dirais le souci dans l'ultra frais, c'est de pouvoir, dans des délais extrêmement courts, dont on ne connaît pas à l'avance les incidences, notamment climatiques, qu'il peut y avoir sur le volume de commandes, dans des délais extrêmement courts, donc de trouver des camions et de desservir nos clients, je dirais, sur quasiment toute la France en 24 heures. Et donc, ce problème, conjugué au fait de maintenir les coûts, hein, il faut savoir que le transport, la supply chain dans nos activités, c'est entre 10 et 15% du coût total. Donc, diminuer les coûts, bah, c'est un élément majeur, et respecter les contraintes environnementales en est une autre, avec, bah, j'irais essayer d'améliorer ce taux de remplissage des camions qui devient extrêmement important, et bien sûr, pas en faire profiter uniquement les transporteurs. Donc, ce projet a démarré à une petite dizaine d'entreprises dans les années 2011-2012. Et au final, 4 entreprises sont restées sur ce programme de recherche mené donc en lien avec VG-Police. Et nous avons donc demandé la collaboration de 3 organismes de recherche, 3 laboratoires de recherche, pour nous aider dans ce programme de mutualisation. C'était un programme sur 3 ans qui nécessitait donc de se déployer par phase, de façon à essayer d'essuyer le moindre de plâtre possible et de pouvoir mesurer par étapes les évolutions et les nécessaires changements, notamment en termes informatiques, qui étaient nécessaires. Alors, nous sommes commissionnaires de transport, c'est-à-dire que nous sommes responsables et nous devons appliquer la loi sur le sujet, avec un but, c'est la mutualisation des rôles au départ de la région d'Angers. Et tout à l'heure, j'y viendrai dans la conclusion, nous sommes sur un projet pour le passer au niveau national, donc pour toucher toutes les régions. Le sujet, bien sûr, c'est de mutualiser les moyens de transport, avec, si possible, mutualiser le transport et agglomérer les commandes pour un même client, pour une même journée, et dans le même souci d'économie. Nous avons une deuxième particularité, c'est que nous gérons les emballages consignés. Donc, les emballages, ce sont des rôles. Les rôles, c'est du consigné, c'est une gestion européenne, mais le retour rôle conditionne forcément le remplissage et la quantité nécessaire de ces emballages pour un fonctionnement, notamment en période de pointe, comme la saison de printemps que l'on peut vivre en ce moment. Et le sujet majeur, c'était de mettre en place les outils informatiques pour optimiser tous les échanges d'informations nécessaires entre, d'une part, les producteurs, d'autre part, les transporteurs et la plateforme, enfin, les différentes plateformes, de façon à optimiser les échanges d'informations. Alors, bien évidemment, c'est énormément de data. La data, c'est devenu un enjeu majeur. Et donc, ça nous permet aujourd'hui de travailler donc, à partir de la région d'Angers sur un certain nombre de plateformes. Nous sommes aujourd'hui à 12 plateformes qui sont situées un petit peu partout en France. Et à partir de ces plateformes, il y a une distribution qui se fait avec des transporteurs locaux, qui sont en général des gros régionaux, et qui permettent de desservir au total 4500 points de vente. En termes de gestion informatique, on voit les différentes étapes qui se passent entre les différents utilisateurs et les transporteurs. Alors, ça paraît très simple comme ça, je dirais sur le schéma, mais en fait, c'est plutôt assez compliqué parce que nous intervenons directement dans les informatiques des différents producteurs de façon à ce que les délais soient les plus courts possibles
donc il n'y a que l'informatique qui puisse le faire. Et nous travaillons par vague. C'est-à-dire que nous pouvons avoir 3 voire 4 vagues dans la même journée de livraison. Et tout ça se massifie à un moment donné pour pouvoir livrer le client le lendemain matin, en général, au lever du jour, dès que le magasin ouvre. Donc les livraisons sont faites, et c'est un autre principe, toujours par le même transporteur tout au long de l'année sur la même zone. La ramasse des rôles, donc les consignes, se fait en général au même moment que la livraison et parfois un petit peu décalée. Mais c'est toujours avec le même transporteur, donc les habitudes permettent à la fois pour les gens de se connaître et d'avoir la meilleure réactivité possible. Nous nous attachons à ce qu'il y ait un seul camion pour chaque client qui livre l'ensemble des commandes qui sont prévues pour lui-même à partir de l'ensemble des producteurs qui travaillent avec nous. Et donc, on le voit, il y a des cadenciers tout au long de la semaine, suivant que nous sommes en haute saison ou que nous sommes en basse saison. Donc, ces cadenciers permettent de concentrer aussi les volumes sur les mêmes jours d'expédition. Nous avons travaillé une mise en place de contrats avec les transporteurs, ce qui est très peu pratiqué dans notre filière. Ces contrats nous permettent de fidéliser, nous sommes maintenant à la 4e année, de fidéliser nos transporteurs et d'assurer pour une même zone géographique tout au long de l'année des volumes qu'ils connaissent à la fois en statistique et en prévision. Et on essaye de travailler en prévision à 2, 3, voire 4 jours. Nous avons un plan de transport bien défini. Donc, vous l'avez vu tout à l'heure à travers le tableau qui vous était présenté. Les fréquences de livraison permettent de limiter au maximum les kilomètres. Et vous savez comme moi, dans nos activités, c'est toujours le dernier kilomètre qui est le plus coûteux. Le travail est conjoint avec tous les opérateurs pour trouver les solutions les plus efficaces et l'ensemble des informations transitent via EDI, pour que toutes les informatiques se comprennent avec les mêmes protocoles. Les plateformes régionales permettent de regrouper les flux pour les dégroupages en tournée de distribution. Alors, il faut savoir que une grande quantité de nos clients demandent à ce que les livraisons se fassent le matin de bonne heure. Donc, vous imaginez que dans une région en particulier, eh bien, il faut beaucoup de camions pour pouvoir livrer l'ensemble des magasins. Vous répartissez ça sur 4500 points de vente. Ça fait un petit peu de clients, ça fait quelques clients à livrer en temps et en heure. Donc, quelques chiffres. 490 000 unités livrées. Quand on parle d'unités, donc ça peut être des palettes, ça peut être des rolls, ça peut être des box. Ces unités ont été livrées au travers de 290 000 livraisons. Alors, vous voyez que le nombre d'unités par livraison est faible. Hein, on est en général autour de 2. Sur une année, c'est environ 100 000 unités de manutention qui sont livrées à travers 58 000 livraisons. Et nous avons un taux de mutualisation qui est aujourd'hui de 12%, qui est en évolution, de façon à ce que le coût économique soit largement amélioré. Alors pourquoi il est en évolution? Parce qu'il y a de plus en plus d'opérateurs qui travaillent pour nous. D'une part, alors quand je parle d'opérateurs, ce sont des opérateurs producteurs. Aujourd'hui, nous avons à peu près 35 producteurs de la région d'Angers et d'ailleurs qui travaillent pour nous, avec un taux de remplissage des tractions qui est à 83% et un taux de service à 98,9%. Alors quand on parle de service, c'est y compris un retard en livraison, pour nous, c'est un litige. Donc, bien évidemment, toute palette qui est
qui a subi le moindre litige fait partie aussi de ce taux de service. Alors, je pense que j'ai fait le tour. Voilà, donc je suis à votre disposition pour toute question qu'il peut y avoir sur cette partie de supply chain. Merci Christophe Thibault. Bon, sur ce regard sur la logistique, nous arrivons pratiquement au terme de cette table ronde et on se rend compte que les initiatives des entreprises permettent de balayer très largement la diversité des enjeux évoqués depuis le début de ces rencontres du végétal sur la transition écologique et agroécologique plus particulièrement. Je ne sais pas si François Mullet est encore avec nous. Je ne le vois plus en tout cas. Nous avons eu une question. On va prendre quand même encore 2 ou 3 minutes. On peut déborder un tout petit peu, mais pas beaucoup. J'ai une question concernant les ACV, c'est-à-dire les analyses de cycle de vie, sujet qui a été abordé hier matin lors de la première table ronde. Et ça avait été présenté par Ayo van der Werf. Et je voudrais demander à Emmanuel Vasnex et à François Mullet si c'est une notion à laquelle ils s'intéressent, s'ils ont travaillé effectivement sur la performance ACV des voies qu'ils prônent pour l'aquaponie pour Emmanuel Vasnex et puis pour l'agriculture en sol vivant dans le cas de François Mullet. Alors, sur les ACV, sur un domaine très, très large, j'avais vu la question là dans le chat. Je pense que c'est le vrai sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut avoir une notion effectivement de l'ACV, mais c'est aussi la vraie difficulté. Parce qu'aujourd'hui, l'ACV n'est pas du tout connu par les consommateurs qui mélangent tout. C'est-à-dire qu'on mélange l'empreinte carbone avec les émissions de comment ça s'appelle là, mince. Il y a les gaz à effet de serre, mais il y a les émissions de particules, etc. Et pour moi, c'est la vraie solution. C'est-à-dire que globalement, il faut qu'on arrive à, que ce soit d'ailleurs sur les emballages ou sur les productions, à avoir une vision globale de ce qu'est finalement l'impact de la production globale jusqu'au consommateur, quel est l'impact. Vous voyez, par exemple, sur des domaines, on les a énormément menés sur les aspects laitiers. Sur les aspects laitiers, on a vu que 80% en fait finalement de la CV venait de la production agricole qui nous permet derrière de travailler. Et là, il y a des gros sujets sur les emballages et les recyclages d'emballages. Moi, je suis catastrophé d'entendre ce que j'entends, où on va monter des usines à gaz en amont pour dire je consomme moins de certains matériaux, des usines à gaz en aval, parce que je consomme moins de certains matériaux. C'est toute la problématique qu'on a au niveau du vrac, au niveau du plastique, au niveau de tout ça. Et derrière, ça va être des catastrophes parce que justement, on ne raisonne pas assez vite. La difficulté, c'est la communication, c'est le même problème sur le HVE, c'est le même problème, c'est comment finalement on fait pénétrer ça dans la tête du consommateur, donc au travers de ça. Mais oui, je pense que la CV, c'est le bon outil d'évaluation, en tout cas, nous, c'est ce qu'on pense. Et pour le fait, l'aquaponie vous permet effectivement d'avoir une performance intéressante en matière d'ACV. Vous avez commencé... Elle a une performance intéressante. Elle a une performance intéressante sur la partie eau. Bon, forcément, dès l'instant où on se met à chauffer des serres, si on n'est pas en énergie fatale, c'est pas bon, quoi. Donc, il faut absolument qu'on travaille. Et c'est pour ça que l'implantation en fait des outils à proximité de sources d'énergie fatale sera assez déterminante sur la partie ACV. Donc, sur la partie eau, il n'y a pas photo. Par contre, sur la partie énergie, c'est clair que si derrière on met des systèmes pour chauffer ou refroidir les serres et que c'est pas à partir d'énergie fatale, tout de suite ça nous plombe l'ACV du produit. Pendant que vous avez la parole, Emmanuel Vasnex, vous avez suivi un petit peu, j'imagine, les propos de François Mullet. Quel est votre ressenti par rapport à cette approche du maraîchage en sol vivant, par rapport à la voie que vous avez empruntée, vous? Je pense que, moi, vous l'avez compris, je suis pas un homme d'opposition. Moi, je suis un homme de complémentarité. Je n'oppose pas, c'est simplement une interrogation. Hein. Donc, non, je crois que c'est très intéressant parce que d'abord, on constate aujourd'hui, alors nous, on ne l'a pas que dans les productions maraîchères, on l'a aussi dans les productions traditionnelles. On voit qu'il y a un appauvrissement des sols. Donc ça, c'est une véritable… Et de toute façon, on ne fera pas toutes les cultures sous serre, donc au travers de ça. Donc je pense que c'est une véritable
c'est une véritable réponse à cette évolution. Vous voyez, sur un autre domaine qui est le domaine du soja, on démontre aujourd'hui qu'en étant en technique culture sous couvert, on arrive à avoir des performances qui sont pratiquement identiques en termes de rendement à des cultures traditionnelles que l'on peut avoir. Donc non, moi je pense que c'est très très intéressant. Puis ensuite, il y a une chose que j'ai beaucoup aimé dans la présentation de Monsieur Mullet, c'est le côté pédagogique. Et je pense que moi, ça me plaît beaucoup parce que on explique aux gens comment finalement la nature se fait. Parce que tout ce dont on a parlé, quelque part, on ne fait que reproduire la nature et mettre à disposition des nouvelles technologies qui nous aident à mieux comprendre les choses et à les faciliter. Donc, je pense que voilà, la vraie réponse, elle est là. C'est pas la mono-réponse, c'est le patchwork de solutions et c'est de le faire ensemble. Sans rivalité. Vous voyez, on aura ce débat avec nos cultures sous serre, on les a déjà eues et on les aura encore sur la problématique du bio. Pour moi, on oppose deux choses. Soit on dit on ne veut pas de pesticides et d'insecticides, et dans ce cas-là, il faut bien qu'on utilise les nouvelles technologies avec tout ce qui nous arrive sur le coin de la figure, l'empreinte climatique, etc. Et derrière, si on veut une agriculture traditionnelle, remettons des chevaux avec des charrues dans les champs, quoi. Donc voilà, on oppose deux choses. Pour moi, on n'est pas là. Demain, on a une véritable problématique, c'est de nourrir sainement la population en respectant l'environnement, parce que ça, c'est quand même un point clé, et en utilisant tout ce savoir-faire et cette intelligence collective au service de ces projets. François, même question qu'à Emmanuel Vasnex, donc sur les ACV, et puis regard également sur l'approche aquaponique de Cap-Vert. Donc l'analyse du cycle de vie, oui, mais c'est une question pertinente puisque, moi, quand je construis un système, en fait, qu'est-ce que je fais? J'analyse le cycle de vie de chaque élément de mon agroécosystème. Donc moi, ma spécialité, c'est de le faire dans la construction des systèmes. Je suis beaucoup moins performant et j'ai beaucoup moins d'expérience dans le développement des filières. Mais effectivement, c'est bien parce qu'on va avoir une analyse assez fine et cohérente du cycle de vie de tout le matériel, tout ce qu'on utilise dans nos filières, dans le transport, dans les énergies, etc., qu'à la fin, on arrivera à avoir des systèmes cohérents. Ça me semble assez clair. Et je trouve d'ailleurs qu'on ne s'inspire pas assez de ce que la nature sait faire. La nature, c'est un exemple permanent de solutions pratico-pratiques pour avoir des cycles de vie adaptés à tout ce qu'on produit. Juste un exemple très simple, quand la nature a besoin de fabriquer une structure en carbone, un bout de bois qui va durer 50 ans, elle va fabriquer des matières récalcitrantes chimiquement, des lignines, qui ont des propriétés spécifiques. Et si par contre elle veut fabriquer un organe végétal qui a une durée de vie, une durée d'utilité qui est très courte, de l'ordre de quelques semaines, et ben elle va fabriquer d'autres types de matières organiques qui se biodégradent très très vite. Et donc, c'est un exemple parmi 1 million d'autres, mais quand je vois qu'aujourd'hui on fabrique encore des papiers d'emballage de chewing-gum en aluminium, je me dis qu'on a encore loupé vraiment un truc. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir un matériau complètement imputrescible pour emballer des chewing-gums? Voilà, je pense que la nature a beaucoup de ressources et beaucoup de réponses à nos questions, en fait, à nous amener clairement. Parce que cette question de la durabilité, la nature, l'écosystème, l'a déjà résolu depuis longtemps, en fait. L'exemple est sous nos yeux, tout simplement. Il y a beaucoup de réponses. Et vis-à-vis du système sur les salades, moi je trouve ça très intéressant techniquement. Il y a une jolie prouesse technique. Et c'est vrai que la salade, c'est un produit assez compliqué avec des exigences au niveau sanitaire qui sont vraiment pas simples. Pour être honnête, j'ai encore aucun client qui m'a demandé de développer ce type de production avec ce tel niveau d'intensité dans des sols vivants. Donc je ne sais pas si on pourrait faire aussi bien mieux en sol vivant, mais c'est vrai que tout ce qui est légumes-feuilles, c'est quand même compliqué sur les stratégies en sol vivant parce qu'on a les insectes, on a les vers de terre, etc., qui viennent salir les cultures. Et donc ça, c'est des questions auxquelles je ne sais pas encore répondre. Mais voilà, sinon sur le plan technique, oui, c'est une jolie prouesse qui a été faite là, oui. Merci pour cette franchise et cette humilité. Christophe Thibault, la question de l'ACV, est-ce que vous l'avez abordée? Est-ce que effectivement, par VG Supply, vous avez pu constater une amélioration de l'ACV des produits livrés aux clients? Oui, alors c'était forcément un sujet dans le programme de recherche, en particulier sur l'empreinte carbone. Et les contributions éventuelles des taxes carbone qui se pointaient à l'horizon il y a déjà quelques années et qui vont probablement revenir d'ici peu. Donc, c'était comment faire pour limiter au maximum le nombre de camions et comment faire surtout pour les remplir au maximum.
Donc, forcément, en termes de tarification, je dirais c'est d'abord le coût économique qui nous motive, mais bien évidemment, derrière, c'est aussi de limiter les taxes éventuelles qui peuvent nous tomber sur le nez à travers, je dirais, différents comportements, je dirais, soit régionaux, soit nationaux. Et ce sujet a été… presque de ses voeux pour rendre un peu plus intelligent à ce niveau-là, je crois. Hein. Exactement. Donc, d'où cette nécessité d'interconnecter les réseaux. C'est ce que je vous évoquais tout à l'heure à travers un plan national. C'est d'interconnecter les réseaux de mutualisation de façon à remplir encore mieux, je dirais, l'ensemble des camions qui pourraient circuler en France. Alors, on a une particularité, c'est que nos produits peuvent pas voyager avec n'importe quoi parce qu'ils dégagent un petit peu d'éthylène, mais surtout, ils sont très sensibles à l'éthylène reçu, notamment des fruits et légumes ou d'autres produits vivants. Et donc, le fait de pouvoir massifier pratiquement uniquement nos produits dans un réseau national nous semble être le meilleur compromis qu'on puisse trouver pour essayer de partager à la fois de la valeur économique et de la valeur en termes d'incidence climat. Merci Christophe Thibault. L'heure arrive de rendre le micro aux organisateurs pour la phase finale de ces rencontres du végétal. Donc, un grand merci à tous quatre d'avoir pris le temps de nous partager vos passions et vos réalisations et pour témoigner combien effectivement les entrepreneurs, les entreprises peuvent être réactifs et même plutôt, pour ce qui vous concerne, proactifs pour effectivement anticiper des enjeux qui arrivent très très vite et auxquels il faut répondre avec de plus en plus d'agilité et de réactivité. Bravo, merci encore et je rends le micro à Laurent Crespel. Laurent. Merci à tous les intervenants de la table ronde et à Jean Harzig pour son animation très intéressante. Maintenant, nous allons passer la parole à Noël Dorion pour la remise du prix SNHF du meilleur poster avant la conclusion de ce colloque par Monique Botson. Noël, nous te donnons la parole. Vous m'entendez? Allô? Oui, très bien, très bien. On te voit et on t'entend. Voilà. Donc, c'est parce que j'avais mes écouteurs là. Est-ce que, Laurent, on n'a pas parlé de ça, est-ce que je peux passer un document ou pas? Oui, on va te donner la main en mode présentateur. Donc, c'est en cours, ça y est, tu as la main. Donc, tu peux partager ton écran. Voilà. Alors, je peux partager mon écran, d'accord, on va essayer. Voilà. Alors, je vais chercher mon truc là, ou comment ça passe? Voilà, il faut que tu cliques sur le document que tu souhaites diffuser. Voilà. Voilà. Et je le mets en maintenant, si tu peux. Truc comme ça. C'est bon là? Voilà, c'est parfait. Vous l'avez, donc je vais. Alors, si je ferme la petite fenêtre là sur le côté, c'est bon? Oups, non. Pardon, excusez-moi. Donc, bonjour à tous et à toutes. C'est un petit peu impressionnant de terminer là parce que j'ai vraiment été moi aussi très impressionnée par tout ce qui s'est dit dans ces 2 jours et je trouve qu'en 3 ans, il y a eu un gap assez extraordinaire. Et vraiment, félicitations à tous les orateurs. Alors, c'était pas ce que je devais faire, mais je vous le dis quand même. Donc là, je viens de la part de la SNHF, c'est-à-dire de la part de son président Dominique Douard et de la part de la présidente du conseil scientifique pour remettre le prix de poster 2021. Et il y avait dans les membres du jury donc Evelyne Coste, qui est membre du conseil scientifique des rencontres du végétal, Clotilde Polderman-Roussy, qui est elle-même membre du conseil scientifique des rencontres, et Noël Dorion, donc moi-même, membre du conseil scientifique de la SNHF. Alors, comment je fais pour passer la diapo suivante? D'accord, c'est bon. Donc, juste pour rappeler en quelques mots, la SNHF, c'est une association qui est très ancienne, hein, puisqu'elle est née en 1827 au siècle d'or de l'horticulture, comme j'ai envie de dire souvent, et qui a pour objectif, depuis cette époque, la transmission des connaissances et des savoir-faire horticoles.
Alors, il est vrai qu'au XIXe siècle, c'était surtout une transmission des connaissances vers les professionnels et c'était des connaissances scientifiques. Ça reste toujours de transmettre les connaissances et les savoir-faire horticoles, mais ça s'adresse plutôt aux jardiniers amateurs actuellement et peut-être, si on y arrive, aux néo-jardiniers qui prennent de plus en plus d'importance dans notre société. Alors, cette association ne s'adresse pas qu'aux jardiniers amateurs. Nous avons aussi un collège des professionnels, des établissements d'enseignement et des collectivités territoriales. Donc, elle est dotée, donc, comme je l'ai dit, d'un conseil scientifique qui organise, donc qui transmet les connaissances en organisant des colloques et des conférences. Elle remet des prix aussi et la SNHF diffuse un certain nombre de connaissances aussi en éditant des ouvrages techniques et historiques et en publiant une revue que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui s'appelle Jardin de France, qui est une revue en ligne et une revue imprimée. Alors, c'est pas parce qu'elle s'appelle Jardin de France qu'elle ne s'intéresse qu'à l'horticulture ornementale, hein. L'horticulture pour la SNHF, c'est celle qui a été vue ici, ça concerne tous les domaines. Et elle gère un site de référence aussi qui s'appelle Jardiner autrement et qui, qui intervient dans le domaine du biocontrôle et de l'épidémiosurveillance destinée aux jardiniers amateurs. Alors, maintenant, passons aux choses sérieuses. Voilà, nous avions 5 posters, comme on dit, nominés, dont je vous remets la liste ici, mais que je ne détaille pas puisque nous avons hier entendu des présentations certes rapides, mais extrêmement efficaces de ces posters. Et je dois dire juste un petit commentaire, que je ne sais pas si ces présentations sont un avantage ou un inconvénient. Alors, je m'explique. Le jury a été un petit peu perturbé par certains posters qui, se lisant seuls, n'étaient pas très explicites. Alors qu'avec la présentation qu'on a eue en quelques minutes, ou à peine, a vraiment permis de comprendre ce qui était sur le poster. Donc, est-ce que c'est un bien de considérer que la présentation va venir en complément du poster, ou est-ce que c'est un bien de garder l'idée quand même que le poster doit se lire seul et totalement sans une éventuelle présentation à côté? Je laisse le débat ouvert, mais nous avons, nous, jugé sur le fait que ce poster devait se lire et se comprendre sans la présentation rapide qui nous a été faite par la suite. Voilà, donc à partir de ces 5 posters, nous avons donc choisi le poster sur le projet Abalim, n'est-ce pas, qui s'appelle Habitat et sources alimentaires pour les faunes auxiliaires des cultures sous abri et d'extérieur. Et ce poster donc, vous a été présenté hier par Ange Lost-Drouineau. Alors, ce poster, comme vous le voyez, je vous l'ai mis ici. Il est très équilibré en matière d'illustration et de texte. Une petite remarque, je pense que si ce poster devait être présenté réellement dans une situation habituelle, l'écriture serait probablement un petit peu difficile à lire à 1,50 m. Néanmoins, on passe très facilement du contexte à la fin qui est, alors la fin qui porte sur les résultats attendus. Il s'agit d'un projet qui est extrêmement bien monté, extrêmement bien décrit. Et bien sûr, c'est un projet, donc on est un peu sur sa fin puisqu'il n'y a pas de vrais résultats pour le moment, mais des résultats attendus qui sont très bien identifiés. Et c'est pour cette raison que nous avons décidé de remettre le prix à ce poster. Et on félicite donc tous les participants de ce travail et on leur souhaite bon courage, forcément, pour la suite, en espérant qu'ils auront les résultats attendus parce que c'est effectivement assez original de vouloir aller au-delà de l'introduction systématique des auxiliaires en essayant de leur fournir
la nourriture qui va les maintenir en vie. Alors, comme je ne peux pas remettre le prix de la main à la main, voilà ce que je vais vous montrer. Nous avons à la SNHF un ouvrage qui a été édité par la SNHF et qui s'appelle « Un panthéon imaginaire des jardiniers du 19e siècle ». Et c'est justement un document qui fait des mini-biographies de l'ensemble des grands personnages qui ont fait l'horticulture du 19e siècle. Alors, c'est pas forcément des horticulteurs, mais il y en a, bien sûr. C'est aussi des botanistes, c'est aussi des physiologistes, c'est aussi des collecteurs, c'est aussi des collectionneurs. Et donc, tous ces grands personnages ont été réunis dans cet ouvrage par Daniel Lejeune. Daniel Lejeune, qui est ingénieur horticole et qui a commencé sa carrière à l'INRA d'Angers, mais pendant quelques temps, et qui a surtout été aux espaces verts de la ville de Bourges. Donc, cet ouvrage sera remis à tous les membres qui ont participé à la mise en place de ce poster. Et nous joindrons aussi, donc Laurent, si tu m'entends, il faudra nous donner les adresses de tous les membres du poster. Et on va leur donner aussi, mais c'est un petit trait d'humour peut-être, c'est qu'il s'avère que nous avons publié, Jardin de France, dont je m'occupe, a publié il y a au mois de septembre dernier un dossier qui s'appelle Horti-écologie. Donc c'est en fait le champ de l'agroécologie qui a été investi dans Jardin de France, mais nous avons, avec un brin d'humour, je dirais, appelé ça horti-écologie parce que dans ce document, on voit qu'il y a un certain nombre de systèmes vivriers traditionnels qui sont des références pour cette nouvelle vision de l'agriculture ou de l'horticulture, si on veut, et notamment, on y trouve des aspects d'agroforesterie, bien sûr, mais aussi le jardin créole, mais aussi les jardins d'oasis, etc. Voilà, donc c'est l'horti-écologie au sens de la SNHF. D'ailleurs, Pierre-Éric Laurie, qui était là hier, nous avait fait un article dans ce document, mais il n'est pas le seul. Donc voilà les deux ouvrages que recevront toutes les personnes qui ont participé à ce poster, que je remercie vivement pour leur travail et comme j'ai dit, je leur souhaite tout le succès possible dans ce projet. Voilà, je vous remercie. Merci Noël et bravo à la lauréate. Il faut encore que tu m'aides de comment je sors de là. On va te déconnecter, tout simplement. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Alors, nous allons, pour conclure ce colloque, nous allons donc donner la parole à Monique Bodson, qui est donc la présidente du conseil scientifique. Monique, on vous écoute. Voilà, je reviens vers vous à la fin de ce colloque. Tout d'abord, pour manifester ma satisfaction que le colloque ait pu se tenir malgré les conditions difficiles que nous avons connues après la première mise en place du programme. Ça, c'est un premier élément. Je vais être brève dans la conclusion, car je souhaiterais peut-être juste mentionner deux aspects qui m'ont un peu interpellée, ou en tout cas que j'ai trouvé très forts au cours des différentes présentations et également en regardant d'un peu plus près les différents chats. La première remarque concerne la nécessité de réseaux multi-acteurs. Donc, pour s'orienter vers des situations qui sont plus respectueuses de l'environnement, dans les situations de production et de distribution, les associations et les réseaux multi-acteurs sont extrêmement importants et le niveau
géographique également auquel on s'adresse a une importance non négligeable, notamment les régions, les territoires. Les cerner correctement semble une nécessité. Alors, deuxième remarque parmi d'autres, parce que je pourrais en faire plus, mais je vais m'arrêter à deux, ça concerne la définition de l'agroécologie. Il apparaît quand même, de mon point de vue, que l'agroécologie mériterait d'être définie peut-être de manière plus précise, plus nuancée, et que l'horticulture, au sens le plus large, ne s'y retrouve pas probablement toujours dans la définition, je vais dire, ou en tout cas dans les approches qui ont été mises en avant dans les différents exposés, aussi intéressants aient-ils été. Et donc, réfléchir à ce qu'on appelle l'agroécologie, l'écologie. Noël Dorion vient d'ailleurs d'employer un terme intéressant en horti-écologie. Je n'irai peut-être pas jusque-là, mais je pense qu'en effet, c'est nécessaire peut-être de se pencher sur cette définition. J'ai aussi été extrêmement intéressée par la table ronde et les différentes interventions des chefs d'entreprise, des responsables d'entreprise qui m'ont semblé remettre un peu des approches plus horticoles ou plus de l'horticulture en avant, sans du tout minimiser d'autres approches qui sont plus terrain. Donc, ce mélange d'approches, de technologies est vraiment une des bases de l'horticulture. Et l'horticulture, par définition, met en place des systèmes multi-espèces dès le départ. Donc, ce sont ceux-là qu'il faut continuer d'améliorer pour aller vers des approches plus respectueuses de l'environnement. Donc, je vais arrêter là mes conclusions. Je souhaiterais quand même maintenant ici adresser des remerciements. Remerciements tout d'abord à l'ensemble des participants, à la communauté qui a suivi les différentes interventions, mais bien sûr, plus particulièrement des remerciements également aux intervenants, aux différents intervenants, aux animateurs, intervenant donc à tous les niveaux que ce soit à la table ronde, dans les sessions plénières ou dans les sessions thématiques parallèles, et aux animateurs très certainement qui ont très vaillamment assuré la mise en place et la coordination à la fois des chats et des différentes interventions. Alors, je voudrais également adresser des remerciements à l'équipe d'Angers qui a bien sûr géré tout ce qui concerne à la fois la logistique de cette édition en distanciel, et je souhaiterais adresser dans l'équipe un merci spécial à Annie Sala, qui a fait preuve d'énormément d'efficacité et de savoir-faire à un moment où il fallait revoir le programme pour le basculer d'un programme en présentiel, pardon, à un programme en distanciel. Et donc, à côté, bien sûr, de ces remerciements individualisés, toute l'équipe, Mathilde, Laurent, Marie-Pierre, Sylvie, qui sont chacun intervenus dans la mesure de leurs possibilités pour assurer une édition que je trouve très successful, comme on dirait en anglais. Alors, je voudrais également adresser des remerciements rapidement à VG Police pour l'accueil qu'il a réservé à notre édition en distanciel sur leur plateforme et à leur présence à différents niveaux. Et enfin, je vais prendre le relais de Laurent Crespel. Après vous avoir annoncé, bien sûr, que notre prochaine édition des Rencontres du végétal aura lieu en 2023. Nous allons, dans les mois qui viennent, commencer à réfléchir à la préparation de cette édition. Mais entre-temps, il y a une manifestation pour l'horticulture au sens le plus large du terme qui va se tenir à Angers. C'est le Congrès international d'horticulture au mois d'août de l'année prochaine, à laquelle
manifestation à laquelle je vous invite vraiment à vous intéresser et à y participer dans la mesure du possible. C'est une manifestation qui se tient tous les 4 ans, chaque année dans un pays différent, donc chaque édition plutôt dans un pays différent, et qui est placée sous l'égide de la Société internationale de sciences horticoles. Donc, cette manifestation aura lieu à Angers et c'est vraiment une reconnaissance, à mon avis, de la qualité à la fois de la région et de ce qui s'y fait en matière de recherche, de développement, d'expérimentation et de présence d'entreprises. Donc, bravo et merci à chacun et à chacune. Bon après-midi, bon retour chez vous et au plaisir de vous revoir en 2020. Merci Laurent, je te rends la parole. Merci Monique pour cette conclusion. Donc, écoutez, je crois qu'on peut clôturer maintenant ce colloque. Merci à toutes et à tous pour votre participation et on vous donne rendez-vous pour la 2e édition en décembre 2023. À bientôt et bon appétit.